Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci de nous retrouver ce matin sur les antennes Equinox Télévision pour la dernière, bien sûr, de la semaine. C'est 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant. Avec la grande famille encore ce matin, nous tenterons véritablement de vous accompagner sur la trajectoire des sujets qui font la une, certainement dans la République en ce moment, pour dire effectivement qu'au moment où nous parlons, nous sommes en train de vivre ici même la levée de corps de la petite Lydienne Taba, en ce moment même à Kribi. Et il y a du beau monde de ce côté. On tente en même temps de comprendre véritablement les tenants et les aboutissants de ce sujet et qui jusqu'ici n'arrête pas de défrayer la chronique dans cette localité. Souvenez-vous que la jeune Lydienne Taba a été retrouvée morte alors qu'elle était partie de Douala pour passer un moment exceptionnel, on va dire en amoureux avec son amoureux, un sous-préfet qui aujourd'hui reste encore détenu dans les geôles de la police camerounaise. C'est l'information justement qu'il faut retenir aujourd'hui. Le sous-préfet toujours gardé à vue à la brigade de Kribi, en fait. Il faut bien sûr le dire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il est gardé à vue parce qu'on sait qu'il y a la levée de corps aujourd'hui? Est-ce qu'il est gardé à vue parce qu'il y a un procès justement en cours? Est-ce qu'il est gardé à vue pour que les velléités autour de ce décès tentent évidemment d'être effacées pour qu'on n'en parle plus? Mais on va quand même le dire, c'est assez gênant. Donc, Kribi, en ce moment, effectivement, les populations vont réellement vivre la levée de corps de la jeune Lydienne Taba. Parlons bien sûr de Banganté ce matin. Qu'est-ce qui se passe véritablement au niveau du stade municipal de Banganté? Alors que les élites sont en plein combat véritablement, comment expliquer que l'on veut refaire le stade municipal de Banganté et surtout pour la parenthèse sportive du pays qui n'a plus de lieu effectivement où s'entraîner aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Comment comprendre la réalité autour de la parenthèse sportive du Ndé ce matin? Merci à vous. On le dit en même temps, la grande équipe est au complet. Charles Amel Mbatiou, Karine Santia, Jean-Paul Chouniat, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble encore unis pour la même mission. Nous allons vous servir jusqu'à 12h, madame, messieurs. Je vais de ce fait bien sûr dire bonjour à Jean-Paul Chouniat qui nous retrouve ce matin. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à tout le plateau et à tous nos millions de téléspectateurs. Millions de téléspectateurs en même temps dont on aura la fierté tout à l'heure de les lire parce qu'ils connaissent les différentes plateformes. Ce sont les canaux habituels. Madame, monsieur, merci à vous. Charles Amel Mbatiou, bonjour. Bonjour monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Des inondations encore dans la ville de Douala. À quoi aura servi dans le passage du ministre de l'administration territoriale, les descentes du maire, les descentes des différents maires des communes d'arrondissement dans leurs différentes circonscriptions, si en ce jour encore on parle d'inondations. Depuis hier à aujourd'hui, les inondations ont repris. Quelle est la véritable politique qu'on a mise sur pied pour ces zones inondées? Première question. Deuxième question, les couvertures qu'on a données, les savons, l'huile, c'est gardé où? Ces familles qui sont désormais sans abri vont être gérées comment? Vraiment, arrêtons de venir saupoudrer avec la poudre de PLM les problèmes des Camerounais. Autre chose, Madame le ministre des enseignements secondaires, de grâce, le 1er septembre, c'est mardi, où vous avez demandé dans une circulaire qu'on paye les frais des examens à partir du 1er. Madame, lorsqu'on arrête, vous avez toutes les listes des 6e. Les parents veulent inscrire leurs enfants qui vont entrer en 6e. Ils sont plus de 7000. On va les placer où lorsque vous fermez? C'est pour qu'on aille dans vos différents centres privés, les différents centres privés. Les parents sont dépités. Les parents sont fatigués. Les parents veulent se décharger, s'il vous plaît, madame. Soit vous arrêtez donc à 24, on laisse tous les enfants à la maison. Soit vous ouvrez, on permet au moins d'inscrire ces enfants. De grâce, madame le ministre, il faut agir. 24 élèves dans les jours à venir, dans les salles de classe, notamment pour les 6e. Justement, la petite colère que vous exprimez ce matin, Charles Amel Mbatiou, nous espérons que les Camerounais comprennent de quoi cela retourne. Est-ce qu'il est temps, peut-être aujourd'hui, pour la ministre des Enseignements secondaires de s'accorder avec les établissements privés pour voir comment ça doit également se passer, même au niveau des établissements privés? 24 élèves publics, 24 privés, qu'est-ce qu'on fera des autres?
La question que je te m'ai posée, et on attend avec tous les enfants qui viennent de la zone anglophone, il y a saturation. Parce que vous voyez, il y a comme une sorte de politique où on veut envoyer, vous savez qu'il y a plein d'écoles privées qui vont ouvrir, qui appartiennent à certains portes du régime et qui vont ouvrir les portes. Cette année, il y a plein d'écoles de ces portes du régime qui vont ouvrir. Est-ce que c'est une politique stratégiquement mise en place pour les envoyer avec des prix faramineux qu'on connaît? Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi bloquer? Merci beaucoup, Charles. Quand on a ouvert les bars, les boîtes de nuit, on fait déjà les concerts, on fait déjà les mariages. Merci beaucoup. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, on s'intéressera surtout à cet événement historique selon le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui dit que sous l'œil vigilant du Premier ministre et en présence notamment du ministre du Travail, de la Sécurité sociale, le ministre des Affaires sociales, le ministre de l'Économie, de l'Aménagement du territoire, la planification et de l'aménagement du territoire, le ministre des Finances et le ministre de la Justice. Le Cameroun a signé hier un contrat de partenariat relatif à la mise en œuvre de la couverture santé universelle, annoncée depuis 2018, si je ne me trompe pas. Finalement, elle sera effective. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que les Camerounais sur la toile veulent savoir ce que veut dire couverture santé universelle. Est-ce que la vendeuse, la briseuse de maïs sera intégrée? Est-ce que le conducteur de moto sera intégré? Quelles sont les différents éléments qui intégreront cette couverture santé universelle? Merci beaucoup, Karine. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. À la suite de M. Mbachou, certainement la ministre a une surprise pour nous autres parents et frères et autres Camerounais. Certainement on va multiplier la construction des salles de classe de 6e pour expliquer le fait qu'on ne demande que 24 par classe. Donc il faudrait peut-être qu'on attende. On attend, peut-être ce ministère a des surprises pour les citoyens. Parce que personne ne peut expliquer ce qu'on va faire du trop plein de ces élèves. Là, environ 300 par établissement qui ont composé et qui ont réussi à l'examen. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? En tout cas, on verra ce que la ministre des Enseignements secondaires nous donnera comme réponse. Oui, nous donnera comme solution à cela. Ce qui nous donne rapidement avec vous, Dominique Audrey, de mieux comprendre l'histoire de ce matin pour nos millions de téléspectateurs. Ce matin, on raconte l'histoire de Pierrot. Il est âgé de 34 ans. Il nous dit qu'il a 60 000 francs de salaire par mois. Dans ces 60 000 francs, il paye son loyer à 20 000. Son transport aller pour le mois coûte sensiblement 10 000 parce qu'il dit qu'il rentre à pied, c'est difficile. Il épargne 20 000 et 10 000, ce sont les divers. Dans les divers, entendez, argent de poche de sa chérie, les problèmes de deuil, les mains levées, le crédit de communication, entre autres. Il a une relation avec une jeune femme depuis 15 ans. Cette histoire remonte à là, il était à 17 ans, ils étaient encore à l'école par là et ils ont continué avec cette histoire jusqu'à 15 ans aujourd'hui. Avec sa famille, ils sont présentés auprès de la famille de la jeune femme il y a 2 ans déjà pour officialiser la relation et vraiment manifester la volonté de la prendre comme épouse. Le problème qu'a toujours rencontré Pierrot, c'est que sa chérie ne faisait aucune activité. Il a toujours voulu que celle-ci soit un complément, lui apporte un plus dans la construction du foyer. Et avec l'aide de certains de ses frères, ils se sont arrangés à ce que la jeune femme puisse trouver un petit job. Et ce job-là, elle a pu l'avoir et aujourd'hui, elle est rémunérée à sensiblement 45 50 000 francs par là. Et aujourd'hui, elle a 2 mois déjà d'exercice. 2 mois de travail, donc 2 mois de salaire. Lorsqu'elle touche son premier salaire, elle se rapproche de Pierrot et elle dit à Pierrot, bon voilà, mon premier salaire, je te le remets, grâce à toi, j'ai pu avoir le travail. Comment est-ce qu'on peut organiser avec tes frères pour qu'on puisse faire quelque chose de symbolique, un repas pour que je leur manifeste ma gratitude? Pierrot lui a dit non, tu sais, tu travailles dans une entreprise sérieuse, il faudrait que tu puisses avoir des tenues adéquates. Donc je suggère qu'avec ces 50 000 là, tu t'achètes de quoi pouvoir t'habiller pour aller au travail et que tu puisses gérer tes argents de transport et de crédit, entre autres. Sauf qu'au 2e mois, il est convoqué par les parents de la jeune femme. Ceux-ci l'ont convoqué le week-end dernier, c'était dimanche, son jour de repos. Et on lui dit, bah voilà, nous sommes à 15 ans déjà, que ça fait longtemps, on te connaît, on sait que tu es avec notre fille. Mais maintenant, je pense qu'il est temps que tu épouses notre fille. Parce que si tu ne le fais pas, elle va devoir aller se chercher ailleurs. Le jeune homme n'a rien compris
Vraiment, il n'a rien compris. Aujourd'hui, il nous dit qu'il est éhonté d'annoncer cela à sa famille. Il demande comment dire à sa famille que aujourd'hui les parents de Nadine veulent qu'il l'épouse. Et à côté de ça, il aimerait savoir est-ce qu'il devrait s'accrocher ou simplement prendre la poudre d'escampette et s'en aller. Il connaît Nadine, ça fait 15 ans. 15 ans, oui. Et entre-temps avec Nadine... pas d'enfant. Pas d'enfant. Oui. Nadine faisait rien entre-temps. Du tout. Mais entre-temps, elle n'a jamais pu tenir. Mais il s'est battu. Aujourd'hui, on lui donne un callbox, ça chute. Elle vend les vêtements, ça chute. Elle fait autre chose, ça chute. Donc, il a fini par comprendre que c'est une femme qui ne peut pas gérer une entreprise à elle-même. Donc, il fallait qu'elle travaille sous la coupole de quelqu'un d'autre. Donc, on lui a trouvé une place dans une entreprise où on vend les carreaux. D'accord. Et entre-temps, elle s'en sort bien. Elle n'a qu'à 2 mois. Hein. Voilà. Donc, et lorsqu'elle a eu son premier salaire, il a fallu justement qu'elle s'achète les vêtements, vous avez dit? Elle a remis à son copain, à son compagnon. Oui. Et celui, puisque Charles Amel dit souvent ici que le premier salaire, on doit distribuer aux parents et autres. On doit donner aux parents. Ce sont les parents maintenant qui distribuent. Qui distribuent, voilà. Et elle a voulu donc organiser un truc pour sa belle famille qui s'est mobilisée parce qu'on a appelé un tonton tel qui a dit que, ok, dans mon entreprise là-bas, ma quincaillerie, elle peut... Le but c'était quoi? C'est de remercier la famille? De remercier la famille. Et voilà. Maintenant, son copain lui a dit non. Pour le moment, on ne peut pas encore parce que tu vas au travail, il faudrait que tu sois bien fagoté. Très bien. Et maintenant, l'exigence du mariage arrive à quel moment? Les parents de la fille estiment que ça fait trop longtemps, 15 ans c'est énorme, donc il faut qu'elle l'épouse déjà. Très bien. Nous allons tenter justement ce matin de donner la parole en 3 minutes. Chacun prendra 3 minutes d'abord pour qu'on puisse bien comprendre ça. Et nous allons faire différent ce matin. Nous commençons avec Karine Sontia qui nous donnera son avis sur cette histoire. Karine, qu'est-ce que ça vous inspire véritablement? Ça m'inspire juste quelque chose d'intéressant. Avoir des jeunes qui ont une relation qui dure autant de temps, ça veut dire que ces 2 personnes-là s'entendent bien. Ils s'aiment bien. Et ce qui va déranger aujourd'hui, c'est le fait que la famille de la fille demande que la fille se marie. Et la famille n'a pas mal fait du tout de le faire. Michel, parce que, vous permettez, voilà, en un moment, la jeune fille aussi a commencé à changer de comportement. Parce que le monsieur mentionne que de plus en plus, la discussion cordiale, respectueuse, comme des adultes civilisés, ça ne se fait plus. C'est plus les querelles, zéro intimité. En 2 mois, tout a radicalement changé. Très bien. Alors, j'étais disant que cette réaction de la famille est normale. Est normal de demander à un homme avec qui votre fille est de venir épouser votre fille. Parce que ça fait quand même 15 ans qu'ils sont ensemble. C'est vrai qu'il n'a pas grand-chose. Mais il ne faut pas avoir le million pour avoir une femme. Ils connaissent... Mais oui, on ne connaît pas de quelle famille il s'agit. Non, ça c'est une grosse contradiction. Excusez-moi. Il ne faut pas avoir grand-chose pour avoir une femme. Je le dis et je pèse mes mots. Dans cette histoire, ce matin, la famille connaît bien comment le gars vit. Et je ne connais pas de quelle contrée cette famille vient. Donc, vraiment, qu'on nous excuse. Et quand la famille le dit, c'est le père de la fille qui donne sa fille en mariage. Donc, il peut aussi contribuer. Il n'a même pas encore écouté pourquoi est-ce que la famille veut qu'il épouse, sur quelle base. Il n'a même pas demandé encore à papa de savoir, papa, je n'ai même pas encore l'argent et tout. Il reste dehors, il dit qu'ils connaissent ma situation. Pourquoi est-ce qu'ils veulent que j'épouse alors que je n'ai pas l'argent? Je vis seulement dans une chambre, je paye à 20 000, je touche 60 000. Et alors, la publication de bande de mariage à la mairie, c'est combien? C'est combien? Il y a des familles où si vous venez, vous dites que papa, vraiment, je n'ai pas encore, mais j'ai compris ce que vous avez dit. Mais je préférerais d'abord qu'on commence comme ça et puis on terminera comme ça. Pourquoi il veut se défiler? C'est 15 ans de relation. Je vous assure qu'il n'y a pas un parent qui s'asserait et verrait sa fille avec le même homme pendant 15 ans, mais dans sa maison. Je dis bien, il n'y a pas un parent qui s'asserait chez lui et verra ça. Qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas. C'est le moment pour lui d'être en couple. Il pense que c'est quand il aura le million qu'il va accepter qu'elle vive ensemble. On connaît des couples aujourd'hui qui vivent dans des chambres. Qui vivent dans une chambre. Je dis bien une chambre et un couple. Quand on ne nous raconte pas n'importe quoi. Donc, à un moment donné quand même, il faut prendre la mesure
des situations. J'aimerais bien que M. Mbachou et M. Choun, oui, vous m'excusiez avec vos arguments de 1 million parce que vous savez que je n'ai... 4 millions et demi. Non, oui, de 4 millions et demi parce que je n'ai pas défendu... Ça ne devrait pas être votre argumentaire. Non, je n'ai pas défendu parce que vous essayez d'introduire cela dans mon argumentation. Non, pas je du suis cohérente dans ce que je dis. Les publications de bancs de mariage à la mairie, c'est moins de 50 000, donc c'est 25 000 francs dans certaines mairies. Et vous n'avez pas besoin de chanter Karine, et de danser pour vous ça. Vous levez, vous allez à la mairie. Même sur les réseaux sociaux, excusez-moi, on voit aujourd'hui même sur les réseaux sociaux des gens qui se marient avec une chemise blanche et un pantalon noir, ils signent et puis tout passe. C'est quoi cette affaire de vouloir, il veut quel genre de mariage lui? Alors qu'on demande même de devenir doté. Qu'il aille et il écoute d'abord ce qu'on va lui demander et après il prendra sa décision. Il ne connaît même pas ce qu'on va lui demander, il a déjà décidé. Ça commence très bien ce matin, madame, monsieur. J'imagine que vous serez véritablement servi à la maison parce que une affaire de mariage et les femmes, c'est très compliqué. Oui. Ben, elles aiment le mariage, les femmes, vraiment. Les hommes aussi. Les hommes aussi. Hein. Non, on nous a dit qu'on n'aime pas le mariage. Hein. Ne dis pas ça. On n'aime pas le mariage. Le mariage, c'est pour faire plaisir. Allez, prenons le point de vue de Charles Hamel sur la question. L'histoire du jour, qu'est-ce que ça vous inspire? Monsieur Michel Ngatou, rappelez-vous ici que... Oui, non, il faut déjà que je vous dise que je me rappelle de tout. Non, permettez, Karine. Allez, évoluons. Vraiment, il faudrait la contrôler parce qu'elle peut sauter. Hein. Non. Elle saura se contrôler. C'était juste pour faire rire. Monsieur Michel Ngatou, rappelez-vous qu'on a... Ne connais pas mes arguments. Non, mais c'est bon. C'est bon. Donnez-lui la parole. Rappelez-vous qu'on a débattu d'un sujet d'un homme à qui la fille a mis la pression. Le gars est venu doter. Il a dit, mais reste chez toi, je vais me débrouiller. Souvenez-vous de Karine Sontia ce jour. Karine Sontia a commencé à dire, non, hein, on ne veut pas une femme, on l'abandonne, c'est une fuite en avant, il a des projets. C'est pareil, pardon, Karine. Il prend la parole et son argumentaire est sur moi. Non, je suis partie d'un fait. Laissez Karine faisons sérieux. Faisons sérieux. C'est ce qu'ils me font ici. Non, c'est vrai, on est dans un talk show. Faisons sérieux, je vous en prie. On a la parole. Donnez-lui la possibilité d'évoluer. J'espère que le jour où ce sera mon point de vue que je vais attaquer le sien. Oui, mais tout à l'heure vous avez parlé, mais il ne vous a pas coupé quand vous parlez. Je suis revenu sur une histoire. Allez, sur une histoire. On a très peu de temps. Un garçon qui a doté, il a dit reste d'abord dans la famille, tu attends. Sur ce même plateau, on a failli chercher sur ma pauvre calvitie, M. Michel Ngatou d'époux. Sur la tête dans ce studio, vous vous souvenez. Les femmes se contentent des cérémonies de mariage plutôt que du mariage. Elles se contentent des cérémonies d'organisation du mariage plutôt que du mariage. Voilà un monsieur, voilà un jeune garçon très sérieux, comme on en cherche, comme on fouille. Toutes les filles rêvent, les familles rêvent d'avoir un garçon comme celui-là qui se soucie avant son bien-être du bien-être de la fille. Plusieurs commerces ont été trouvés échecs. Vraiment, il y a des gens qui, après 2 ou 3 tentatives d'investissement sur vous, ils abandonnent, ils s'en vont. Mais le gars a dit, voilà un garçon qui en 15 ans n'a même pas pu enceinte la fille. Il est sérieux parce qu'il a un projet. Le mariage est un projet de vie. Le mariage est une constitution de plusieurs parties, 4 parties notamment, les 2 familles et les individus en eux-mêmes qui sont parties intégrantes, monsieur Michel Ngatou. 60 000 ou quelqu'un épargne 20 000 francs, fois 12 mois, ça fait 240 000, fois 10 ans, sur 10 ans, ça va faire 2 400 000. Il faut attendre 20 ans pour qu'il puisse avoir 24 millions. Je calcule très simplement. Entre-temps, il y a des deuils, il y a des manifestations. Il a une fille qu'il aime. Il se dit, ok, le mariage, c'est la conjugaison des deux. Il faut la complémentarité, comme elle aime bien le dire. Je veux bien que tu intègres ma vie, mais trouve-toi un travail. Il faut que tu aies un travail, il faut que tu bosses. Le gars n'ayant pas les possibilités, associe sa famille dans le projet en disant, vraiment, vous savez que j'aime bien tel, j'aimerais qu'elle entre dans le projet de vie, aidez-moi. C'est comme ça qu'on trouve le boulot à la fille, où elle touche, c'est quoi, c'est 50 000 francs en termes de salaire. Premier mois que la chose, comment la fille vient le voir, parce que la fille n'a pas de pouvoir avec le gars. La fille vient le voir en lui disant, voici l'argent, il dit non, il te faut des habits, il te faut des vêtements, tu vas sortir, prends ça pour toi. Quelqu'un d'autre aurait pris. Mais il dit non, occupe-toi. Mais qu'on l'appelle, on le convoque, 2 mois seulement de travail. En 2 mois, qu'est-ce qu'ils se sont dit les deux? En 2 mois, qu'est-ce qu'ils ont pensé en termes de projet, en termes d'organisation, pour qu'on convoque les gars? C'est des familles matérialistes. Au-delà de l'amour,
au-delà de l'amour, au-delà de la passion que la famille, que le gars, le respect que la famille peut avoir pour ce gars, on veut pousser le gars. Le gars certainement a dû avoir un projet. Je souhaite que tu commences 3, 4, 5 mois. On essaie de mettre de côté. On se cherche un appartement parce que ton salaire et le mien vont faire 110 000 francs le mois. On voit comment ça peut nous faire prendre une chambre, même un studio de 50 000. On voit comment, ou 40 000, je dis n'importe quoi. On s'organise, on épargne un peu plus gros pour se lancer dans un projet. Je crois que voilà la première phase. Mais de le dire, parce que généralement les familles, on manipule derrière la fille, on lance des mots à la fille, on engueule la fille à la maison. La fille ne vient que manifester, c'est-à-dire tout ce qu'elle a encaissé, les frustrations qu'elle encaisse chez elle, elle vient verser vers le garçon. Le garçon se pose dans la question de savoir, est-ce que j'ai mal fait de trouver le travail à la fille? Est-ce que j'ai mal fait de vivre avec elle et de me retrouver? Pourquoi actuellement on veut nous pousser si on l'avait compris? Vous nous disiez sur ce plateau il y a 2 jours qu'on n'investit pas sur une femme lorsqu'on n'a pas encore épousé. Oui, je ne rentre pas dedans. Non, bon, je ne rentre, non, il a investi. C'était l'investissement. Plusieurs projets qu'ils ont eu à monter, c'est un projet. Je ne veux pas frapper sur le garçon, mais je trouve qu'il a posé des actes louables. La famille devrait l'appeler et lui dire, pas passer le message par la fille. Karine pense que le mariage, c'est rien. C'est-à-dire que vous accordez tous les deux, vous allez à la mairie. L'application des bons de mariage, c'est 25 000. Vous avez les témoins, les parents s'accordent, on peut les signer. Ce n'est pas une question. Le problème, c'est que le gars ne veut même pas négocier. Ce n'est pas une question d'aller à la mairie. N'importe quel individu peut se lever un matin et dire on va à la mairie, on fait la publication des bancs, on n'a pas besoin. Mais lui ne se contente pas de traiter la cérémonie du mariage. Lui traite la question du mariage, c'est ça le problème. La cérémonie du mariage, avec 100 000 francs, on fait un mariage. Pour faire le mariage, quoi? Tu es déjà là, je suis là, on s'entend, on fait la publication 25 000, on reçoit 2 ou 3 personnes. C'est la cérémonie de mariage. Mais est-ce que c'est ça qui fait le mariage? Quand on aime une femme, on l'épouse. Ce n'est pas ça qui fait le mariage. Merci. On lui fait des bébés. Merci beaucoup. Parce qu'il veut l'épouser. On l'épouse d'abord. Normalement, pour lui faire des bébés. Qui l'épouse? Bah écoutez, vous n'êtes pas en couple sur ce plateau. Donnez la possibilité justement qu'on puisse mieux se comprendre ce matin. Jean Pochugnac, votre point de vue sur l'histoire qui a été racontée ce matin, quelle analyse vous en faites-vous? Vous savez, les gens qui se mettent souvent en couple avant de se marier par la suite, souvent quand ça ne marche pas bien, bon, il y a certes beaucoup de regrets. Oh non, j'ai investi sur la fille, ou la fille va dire il m'a perdu assez de temps. Moi, je pense simplement que, comme feu Jean-Michel Cancan le disait souvent, à une prostituée qu'il avait rencontrée dans un bar, on vous aide parce que Dieu est au ciel. C'est-à-dire que un homme ne peut pas investir sur une femme. Ce n'est pas tous les hommes qui investissent sur les femmes en calculant. Voilà. Donc, il est important que, même quand vous êtes avec une femme, en l'aidant ou en lui apportant tout votre secours, considérez d'abord que vous aidez un être humain qui aurait pu être votre soeur, qui aurait pu être un passant, une orpheline que vous aidez. Donc, si maintenant, vous commencez à l'aider en calculant, j'ai bien peur que le jour où ça va capoter, vous soyez dans des éternels regrets. Parce qu'en même temps, vous ne pouvez pas vivre avec une fille, elle souffre, vous êtes indifférent. Il faut avoir un cœur en acier pour le faire. Donc, vous faites votre bonhomme de chemin, vous l'aidez. Si à un moment donné, les choses prennent une autre tournure, vous prenez ça avec philosophie, vous continuez votre chemin. Comme certaines filles aiment bien dire, je n'étais pas né pour lui. Donc, vous avez fait un chemin ensemble. Peut-être qu'il était aussi dit que c'est à ce moment-là que votre chemin devait se séparer. La preuve, ils ont passé 15 ans. Aucun enfant. C'est quand même aussi... C'est à se poser quand même des questions. Oui, c'est aussi à se poser des questions. Ouais. Peut-être que l'homme... le comportement de la fille est en train de l'épargner d'une mauvaise situation qu'il devait subir toute sa vie. Donc, je dis simplement que il a fait ce qu'il a eu à faire. La fille a eu un boulot, peu importe ce qu'elle gagne. Oui, peu importe sa rémunération. Mais je déplore simplement l'attitude des parents. Très bien. Bon, ils ont été ensemble pendant 15 ans. C'est quand même curieux d'attendre que votre fille soit quelque part pendant 15 ans. Et quand le couple veut commencer à décoller, que vous sortez avec une histoire de mariage, il faut venir là-dessus. Mais le mec, enfin, c'est-à-dire le garçon, semble être... il est éclaboussé, lui ne comprend rien. Mais quelle est l'attitude qu'il devrait avoir vis-à-vis de l'exigence des parents
a absolument épousé cette fille parce que ça fait 15 ans qu'on est ensemble, qu'ils sont ensemble. Michel Ngachou, Ou 15 ans qu'ils se connaissent. si mes priorités, si ce n'était pas ça ma priorité, je veux dire à la fille de continuer son chemin. Et je vais dire clairement aux parents que la charge qu'on veut, tout au moins ce qu'on veut m'imposer là, je ne peux pas assumer ça. Je ne suis pas disposé à l'assumer. Je n'ai pas les moyens. pour Vous n'allez donc pas Bon, vous maintenant, marier? attendez. Mais attendez, vous dites comme si vous n'allez pas vous marier, comme si on ne se Je marie n'ai pas, on va pas, mourir. je n'ai pas. Tous Mais les si jours. on ne se marie pas, on va mourir. Ah, mais on ne laissez va pas les enfants mourir. des gens chez eux. Mais vous voyez comment vous parlez, c'est-à-dire que au départ la fille était malheureuse, vous n'aviez pas ce langage. Voilà. Maintenant elle commence à voir la Boulot. lumière. Attendez, Rien 50 à 000, c'est voir. quoi? Mais, c'est rien. 50 000, Ah, c'est voilà. 50 000 c'est rien. Vous voyez. Donc 50 000, c'est l'argent. Ah, 50 000 c'est Puisque rien. ça va Mais pas elle être n'avait là, pas ça. hein. Elle est là, elle Quel n'arrive ça pas à gérer un code box. Justement, pas. comme c'est de l'argent qu'ils viennent doter. Oui, mais on lui a ouvert un commerce, elle a été incapable de gérer. Donc Mais qui je dis simplement que Ce n'est que ça. le problème ici pour moi, ce sont les parents. Et je sais que la plus malheureuse dans l'affaire, c'est la fille. C'est la Très fille. bien. Oui, parce qu'elle s'est attachée à moi pendant 15 ans. Moi, je peux me détacher d'elle. Voilà. Mais je doute fort qu'elle, elle aura une très forte dette morale envers moi. Voilà. Parce que non seulement je l'ai aidée pendant 15 ans, je l'ai soutenue. Aidée. Oui, mais Mais ils s'expriment, les filles. je ne suis pas en train de dire que, bon, admettons que nous nous sommes entraidés. Oui. Ok. Mais je suis sûr que si moi je me mets à l'écart, elle en souffrira énormément. Très bien. Ça, c'est une Et- et- évidence. et- Mais non, mais non. En 2 mois, vous refusez tout. même Donc, le en sexe. 2 mois, en 2 mois, elle a changé C'est tout. totalement. Oui. C'est même à se poser la question si Il elle ne peut était pas vivre vraie. avec elle, mais Voilà. elle peut Et dormir avec lui. j'aime souvent à dire que il faut quand vous voyez un pauvre, ne le considérez pas comme quelqu'un de humble, comme quelqu'un de simple. Attendez qu'il soit Attendez riche. qu'il ait l'argent et vous allez Vous voir verrez le son vrai vrai visage. visage. Merci. Donc c'est Jean déplorable Pochia. pour la famille. C'est bien déplorable, mais également, vous semblez justement tout à l'heure, vous plaindre de la famille. Qu'est-ce qu'un parent peut vraiment faire? C'est-à-dire que on ne juge pas ses parents déjà à la base, on le dit. Lorsque vous voyez votre fille qui chemine avec un garçon pendant près de 15 ans, vous vous rendez compte, vous parents, que le garçon peut-être n'a rien. Est-ce que les parents, je me pose la question, ne peuvent pas prendre sur eux le risque d'organiser le mariage pour les enfants? Question de leur permettre justement de sortir du joug justement des difficultés financières qui les empêchent justement de convaincre justement C'est-à-dire les parents de la fille organisent le mariage. On appelle non, le pas gars. forcément les parents de la fille. Non, non, avec- Les Mais deux c'est parents, vous les qui deux nous aviez dit sur familles. ce plateau que Les c'est deux familles peuvent se dire, les ben, parents de la notre fille enfant, qui notre envoient la enfant, fille en ben, mariage. je vous en prie. Michel. Karine, Michel, permettez. juste un mot. Il y a des expériences que si chacun raconte sa propre expérience, vraiment, ça sera, vous tomberez des nues. Oui. Oui, vous tomberez des Tout nues. le monde sur ce plateau. Ou une belle famille vous dit non, tu n'auras rien à dépenser, on va organiser le mariage, on va mettre l'argent et tout et tout. Voilà. Vous allez vous endetter, Ouais. on va contracter une dette, on va organiser le mariage, après vous allez rembourser doucement. Bah, je suis désolé de vous dire, moi je dis non, je ne mange pas ce genre de endettez pour se nourriture là. marier. Ouais. Parce que même quand votre famille arrivera au mariage, c'est-à-dire vous êtes en train, c'est-à-dire vous n'avez pas de personnalité. Non, vous avez Votre famille va parler fort, on va dire que non, taisez-vous ici, c'est nous qui organisons. Donc, Merci. des questions d'honneur, il ne faut pas parfois badiner avec. Merci beaucoup. Allez, le point de vue de Dominique Audrey sur l'histoire de ce matin. Dominique. Les familles, les familles qui font ça, généralement, ce sont des familles qui se sont rendues compte qu'il fallait simplement placer leur fille derrière un homme dans un foyer, tout simplement, et c'est déplorable. Et je suis d'accord avec Choun qui estime qu'un homme qui a de la valeur, un homme qui a de l'honneur, un homme qui a de la fierté, n'acceptera jamais ce genre de situation. J'épouse totalement, vraiment, Vous épousez l'idée de la famille? l'idée de Karine. Ah, d'accord. L'idée de Karine, Tu disais? qui voit en ce Je ne suis pas garçon dans un ce garçon... Permettez Karine, permettez. Qui voit en ce garçon un garçon, je le trouverais immature, Charles Hamel. Pour toutes les filles les filles de famille, qui ont une famille et qui ont des relations avec des garçons, vous savez que même lorsque vous êtes déjà sensiblement, je veux dire que lorsqu'on sait que régulièrement vous voyez 22 quelqu'un, ans. à un moment, on va demander au garçon, mais attends, tous les jours tu es avec notre fille, c'est quoi la suite?
Les parents n'attendent pas 15 ans et ce garçon n'a pas été honnête envers sa famille parce qu'il ne leur a pas dit que depuis le départ, les parents de la fille lui posent la question « Quand est-ce que tu épouses notre fille ?» Bon, maintenant, lorsque les parents vous demandent « Quand est-ce que tu épouses notre fille ?» ou bien « Viens épouser notre fille », ça veut dire qu'on vous a demandé une dot de 4 millions parce que récemment, c'est le mot de passe. Hein. Lorsqu'on veut justifier son échec, on dit que je ne vais pas doter femme à 4 millions. Gna, 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 gna. Donc, il faudrait que le garçon demande à sa famille d'aller. Michel, vous avez un problème? Non, mais c'est vous, Michel, vous aidez les garçons. Moi, je me demande si les garçons parlent comme ça. Cette situation même interroge la fécondité de Non, la mais fille. justement, vous ne pouvez pas arroser le champ pendant 15 ans. On devrait en arriver, Charles Amel. Parce qu'on devrait en arriver. Il tire comment? Il tire à On ne fait pas l'enfant. Merci beaucoup. Permettez, Karine. C'est une histoire sérieuse. Il faut qu'on s'accorde, vraiment. Dominique Audrey, votre point de vue. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est que le garçon n'est même pas allé. Et on ne lui a même pas dit que viens donner 300 000. On ne lui a rien demandé. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles où lorsque vous arrivez, vous dites à vos parents que je n'ai pas d'argent pour le moment pour doter. Vous faites une petite cérémonie symbolique et vous allez venir payer la dot après, mais vous allez épouser la fille. Organisation. Vous allez épouser la fille et vous allez venir payer la dot après. La plupart des hommes aujourd'hui, et ceux qui vont m'insulter en particulier, pas. On peut ne pas être d'accord avec vos points de vue, mon regard, mais d'aucuns vont laisser simplement leur commentaire. Suivez mon regard. Oui, ils se cachent derrière l'affaire de la dot pour ne pas épouser les filles aujourd'hui. C'est une excuse fallacieuse parce qu'ils sont d'abord imbus d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas faire profil bas alors qu'ils savent qu'ils n'ont rien devant la famille de la fille. Allez simplement dire à votre belle famille, papa, pour le moment, là où je travaille là-bas, ça ne donne pas. Vous avez demandé 800 000. Permettez, Karine. Vous avez demandé, par exemple, 800 000 pour la dot. Ici, là, en ma possession, puisqu'on doit aller à la mairie, peut-être à l'église, il faut les tenues, je ne peux donner pour le moment que 300 000. Votre beau-père va vous dire, ok, comme vous n'avez rien, il n'y a pas de problème. Achète peut-être le vin rouge de l'oncle tel, machin, machin. Tu donnes, vous allez signer votre acte. Et lorsque vous êtes prêt, vous revenez. C'est une image, monsieur Mbachou. Merci. C'est une image. Donc, s'il avait voulu, s'il veut vraiment de cette fille, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Et c'est normal. Lorsque un homme fait preuve d'irrévérence envers la famille d'une fille, elle ne va plus vous donner son corps. Je suis désolée. Si vous manquez de respect à sa famille, comme le jeune homme est en train de le faire, en estimant que oh, maintenant ce sont les chamailles, je n'ai plus d'intimité. Vous voulez l'intimité avec une fille quand vous estimez qu'après 15 ans, vous ne pouvez pas l'épouser. Merci. Mais on va quand même, vraiment, il y a une question qui nous taraude tous l'esprit ici. Comment peut-on faire 15 ans avec une fille sans questionner effectivement la fécondité de cette fille ou de ce garçon quand tous les deux ont fait 15 ans sans même avoir, mettez-moi, je vais parler avec un peu de vulgarité, sans même avoir de fausses couches. Comment vous comprenez ça? Il faut comprendre ça. Non, Dominique Audrey d'abord, pardon. Il y a des choix qu'on fait dans la vie. Un homme qui n'est pas fichu de payer une maison de 30 000 va nourrir un enfant avec quoi? Il va aller chez ses oncles, son oncle qui a la quincaillerie de carreaux pour demander l'argent du lait de l'enfant. Il paye sa maison. Excusez-moi, monsieur. Elle donne son point de vue, non, Charles Amel. Je dis, il paye sa maison. C'est elle qui a donné l'histoire qui paye la maison de 20 000 francs. Monsieur Mbachou, excusez-moi, il ne vit que dans une vulgaire chambre. Vous y étiez apparemment. Parce que vous traitez ça de vulgaire. Vous y étiez apparemment. Non, c'est grave. Donc, pour avoir des enfants, il ne peut pas se prendre en charge lui-même, puisque la preuve, il est obligé de rentrer du travail à pied. Comment il fait? Qui va payer les frais de scolarité de l'enfant? Son oncle qui a la quincaillerie. La personne qui va acheter le sac de riz, sa tante qui a le magasin de riz à Mbopi. Qui va acheter les serviettes de sa femme? Donc, c'est dit qu'il ne peut pas. Donc, le problème, c'est lui. Il ne peut pas. Très bien. Allez, on va également, Charles Amel, quand on fait quand même 15 ans de vie, 15 ans ensemble, il n'y a rien, est-ce que ce n'est pas problématique? Monsieur Michel Ngachou, vraiment, ne demandez pas aux enfants des gens d'aller voler, d'aller se tuer pour des plaisirs. Pour moi, j'appelle ça pour des plaisirs futiles. Le gars a construit, tout homme construit son projet de vie. Il a construit son projet de vie. A-t-il discuté avec la fille? S'il ne l'a pas fait, il est véritablement coupable à ce niveau. Ça, c'est important de le préciser. Deuxième chose, monsieur Michel Ngachou, vous ne pouvez pas être avec une femme
Vous fonctionnez avec la femme, vous dites à la femme, voici tel projet, lance le callbox, ça tombe. Lance, je sais pas moi, la vente des habits, ça tombe, ça, elle chute. Lance ceci, elle chute. À un moment donné, vous réfléchissez, ça veut dire que vous vous retrouvez, au lieu de penser à vos projets futurs, à penser à votre croissance, vous êtes en train de penser pour vous et pour la fille qui elle-même ne pense pas à ses propres projets. C'est vous qui l'incluez dans votre propre programme. Vous lui trouvez le travail. Non, mais vous allez très loin, vous ne répondez pas à la question. Non, je vais répondre. Vous lui trouvez le travail. Non, vous lui trouvez le travail. Elle commence le travail. Forcément, il y a un autre projet qui sera, on fait un enfant ensemble parce que tous les deux, on va joindre nos deux efforts. On fait un enfant. A-t-il respecté la fille? Oui, il a respecté la fille du début à la fin. Il a respecté la fille. Très bien. Il est question de se lancer dans un nouveau projet. Ne pas faire un enfant peut être un choix. Ça peut être un choix de l'homme, pas de la femme, parce que généralement les femmes ne désirent pas rapidement un enfant. C'est l'homme parfois qui dit, comme on est ensemble depuis, vraiment comment on va, faisons quand même un enfant. Lui, il a eu un projet et il est dans son projet. Vraiment du courage. Karine, on dit souvent que c'est la femme qui choisit à quel moment faire l'enfant. Voilà. Mais faire 15 ans quand même avec un homme et ne pas faire d'enfant, ce n'est pas... Ils n'étaient pas prêts tous les deux. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Et c'est pour ça que les parents veulent qu'il vienne doter, ils partent avec sa femme. Parce que c'est inadmissible que chaque jour il vient chez moi depuis 15 ans chercher ma fille, mais il n'y a pas d'enfant. Il ne veut pas la doter. C'est quoi le projet? Parce que je vais dire une petite chose ici. Que ce sont les Bantous qui nous ont appris cela sur ce plateau. Il parle souvent qu'on n'achète pas une marchandise sans goûter. Maintenant, lui, il est en colère. Maintenant, lui, il est en colère parce qu'il n'arrive pas à passer la nuit avec la fille. 2 mois, ils n'ont rien fait ensemble. Ils vont faire l'enfant comment en 2 mois? Le simple projet de ce gars, c'est de se défiler et attendre encore un peu. Je ne refuse pas, il peut ne pas être prêt. Mais la situation, c'est quoi? C'est qu'il joue à l'orgueilleux. S'il vient vers la famille de la fille, dit papa, vraiment, pour l'instant, je n'ai pas. Vous me connaissez, vous voyez comment je me bats. Il ne parle même pas à sa famille, il veut gérer les choses seul. Et pourtant, sur ce plateau, les Bantous nous disaient qu'on ne marie pas. Ce n'est pas un homme qui épouse une femme, c'est la famille. La famille était à quel niveau dans cette histoire? Merci beaucoup. C'est la famille qui l'appelle, la fille qui l'appelle. Allez, madame, monsieur, merci de rester les nôtres. En même temps, c'est une question qui vous parle et qui parle à plein de personnes ce matin. Comment l'analysez-vous? Vos commentaires sont attendus sur la page 10-12. Le Zénith ou encore sur Equinox TV pour ceux qui nous regardent en direct. Laissez-nous vos commentaires. Et tout à l'heure aussi, au numéro qui s'affichera au bas de l'écran. Dans un instant, la colère de Charles-Amel Mathieu. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion abusive des carrières au Cameroun. Comment comprendre que les carrières soient gérées comme des épiceries familiales sans que cela n'émeuve personne? Comment comprendre que ces énormes ressources minières dont regorge le Cameroun ne parviennent pas à ce jour à créer l'emploi, la richesse et générer des revenus pour les populations qui sombrent dans la misère totale? Comment comprendre que l'État ne mette pas des pressions sur la responsabilité sociétale des investisseurs dans ces secteurs, les obligeant à offrir un travail décent dans des conditions agréables à leurs travailleurs, à protéger leurs employés et l'environnement et à gérer les services sociaux de la population locale de manière juste et durable? Comment comprendre cette exploitation sauvage, cet enrichissement illicite des exploitants de carrière devant la précarité de l'emploi, l'insécurité sociale, l'incapacité des ouvriers à répondre efficacement aux besoins pressants en termes de santé et d'éducation de leur progéniture? Que dire de la dégradation des sites d'exploitation à l'absence d'une politique locale de restauration des terres après extraction des ressources, la précarité des emplois autour des sites d'exploitation des sites des ressources extractives, à l'exploitation humaine par les opérateurs véreux, aux difficultés des communes dans la collecte des taxes à l'extraction, la protection insuffisante par rapport au risque d'accident, à la protection insuffisante par rapport au risque d'accidenter. Rappelons-nous que le gouvernement camerounais, dans son document de stratégie pour la croissance et l'emploi, élaboré en juin 2009, ressortait clairement la volonté des pouvoirs publics camerounais de s'appuyer sur ce secteur afin d'atteindre l'émergence en 2037. Mais que fait-il concrètement? Que dire de la complicité qui existe entre les pontes du régime et ses exploitants
de ces exploitants de carrière qui, au moins de mouvement des populations, au recadrage des communes, font recours aux forces de défense lourdement armées. Mieux, comment sont octroyés les permis de reconnaissance sur les nouveaux sites ou les autorisations d'accès aux sites pour les anciennes carrières, parce qu'on voit il y a un fourre-tout à l'intérieur. Savez-vous que ces industries ont un caractère très polluant du CO2 et de grandes quantités de poussière qui sont à cet effet émis dans l'atmosphère au cours de l'extraction, du broyage et du transport des matières premières. Ces poussières comptent différents types de particules qui, une fois inoculées par les narines, se retrouvent dans les poumons. Dieu seul sait ce qui arrive au bout de quelques années en termes d'inoculation. Comment comprendre donc qu'aucune disposition n'est prise pour construire, mieux aménager des hôpitaux dignes de ce nom pour parer aux dangereuses particules fines qui s'incrustent dans l'appareil respiratoire et se posent sur les poumons, provoquant des rhinites, de l'asthme, des bronchites chroniques et être aussi responsable d'affections oculaires. Le silice, par exemple, est l'un des cas. Savez-vous, par exemple, que la carrière dite de Djungo est exploitée à ciel ouvert, déversant des milliers de particules dans l'air et aspirée par les populations de Djungo Rail, Djungo Route, qui n'échappent pas aux poussières résultant de l'exploitation de la carrière qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les carrières, prenons un cas simple, les carrières de Poudzolan, comment est-ce que cela est utilisé? La preuve, ouvrez juste les yeux d'une cam au Mungo, dans le centre, vous allez vous rendre compte que les populations environnantes, les populations résidentes ne bénéficient même pas un copec de l'ensemble des productions sur ce terrain. Ça vous met très en colère, Charles Hamel. Madame, Monsieur, comment comprendre cette réalité aujourd'hui? Cette gestion des carrières, et des carrières également qui sont un tout petit peu reconnues comme étant des richesses qui devraient profiter aux collectivités territoriales décentralisées aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas question aussi, Jean Pouchounia, de comprendre que si la loi sur la décentralisation était véritablement actée, on pourrait également, sur la question de la gestion ou encore même de l'exploitation de ces carrières, permettre aux populations riveraines d'en profiter véritablement? Ne doit-on pas questionner le gros manquement de la non-application rapide de ce décret de 2019? Dans tous les cas, on dit souvent, hein, le Cameroun a toujours les beaux textes. Ce ne sont pas les textes qui font défaut. C'est le respect de ces textes. C'est quand même assez incongru qu'une richesse comme la forêt, ou bien comme les richesses du sous-sol, soit exploitée par des gens qui viennent d'ailleurs et partent avec sans que vous qui êtes là, vous qui avez grandi là et vous qui vivez là, vous n'en tirez aucun profit malgré tout ce que les textes exigent en la matière. Maintenant, on a l'impression qu'au Cameroun, il y a une tendance qui se dessine. Il y a une véritable course à l'enrichissement. Et cette course à l'enrichissement fera qu'on va se retrouver dans la situation de certains pays occidentaux où on a une partie de la population extrêmement riche, on a une partie de la population extrêmement pauvre. Donc, vous voyez comment ces carrières sont exploitées. Parfois, c'est avec, le plus souvent, c'est avec la bénédiction ou la main d'un haut placé à coup d'intimidation. Celui qui veut ouvrir les yeux, on l'intimide. Ces richesses sont exploitées et surexploitées. Quand on a fini d'épuiser, bon, on abandonne. Vous regardez à l'Est Cameroun, il y a toute une colonie chinoise qui est arrivée là-bas. Ils ont exploité l'or, le sous-sol. Vous avez des villages entiers qui sont complètement dévastés. Rien n'a été fait. On a tout exploité. On est parti. Donc, j'ai souvent... On a laissé des grands trous, il faut préciser. Oui, on a laissé des très grands trous, des trous profonds. Je ris souvent quand il y a des séminaires, on fait des séminaires, il y a des ONG, on dit qu'on lutte contre l'exploitation illicite des minéraux. On lutte contre la coupe illicite du bois. Mais c'est quand même extraordinaire. Une bille de bois, c'est pas une aiguille qu'on met dans la poche et on s'en va exporter. On fait ce qu'on veut. Non, on s'en va exporter au port de Douala. C'est quand même des grosses billes de bois, des grumes qui sont transportées sur des camions qui passent devant tout le monde, passent devant les forces de maintien de l'ordre, passent devant les agents des eaux et forêts et arrivent au port de Douala.
Mais on dit qu'on lutte contre la coupe illicite. Je prends ce cas-là parce que... Et vous voyez comment on sort ces billes de bois-là. Après, on se réunit, on dit qu'on lutte contre la coupe illicite du bois. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent venir s'installer dans un village, dévaster le village, retourner tout le sous-sol, prendre ce qu'ils ont à prendre et partir. Les populations parfois manifestent, les autorités sont là, et les autorités sont là. Tout ce qu'on trouve à faire, c'est de venir calmer la population. La suite, c'est quoi? Allez dans le Nord et comme ce qui s'est passé justement dans la localité de Campo, à Car véritablement, où il a fallu justement que la mère, la chef traditionnelle, Irène Evina, se lève pour s'insurger contre la redevance forestière annuelle. Vous voyez donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est avec la bénédiction d'un certain nombre de personnes qui sont placées, dont même le sous-préfet du coin ou le préfet ne peut pas lever la tête, sinon il risque de perdre son poste. Donc du coup, vous voyez, c'est ça qui est embêtant. Donc le problème au Cameroun, ce ne sont pas les textes, mais il y a trop de trafic d'influence. Très bien. Le moindre... Parfois, quand même les chefs traditionnels se mettent devant avec l'aide de quelques populations, il y a toujours un groupuscule qu'on prend, ils se mettent en avant, on essaie un peu de les amadouer, on leur donne un peu d'argent et ils sont dans le mille. Et du coup, les autres qui sont insatisfaits vont éternellement crier. Donc, vous voyez, c'est le même cas dans le Mungo. Vous avez vu le maire Paul-Éric Ngalé sceller toute une carrière parce qu'il estime que la loi doit être respectée. Effectivement, sur cette question quand même, on passe de se poser des questions de savoir, le Cameroun est-il géré par des Camerounais ou par un groupe de personnes? Ou encore, peut-être pour mieux se faire comprendre sur la question, est-ce que ce n'est pas une mafia très bien organisée qui fait en sorte que lorsque même vous levez la tête, on vous intimide avec les armes, on vous intimide en vous disant bah, écoutez, votre position, vous allez la perdre, on vous intimide en vous disant même que vous n'êtes rien. Karine Santia, comment vous appréciez la réalité de ces exploitations, de ces minerais dont les populations elles-mêmes n'en jouissent en rien de tout ce qui est exploité? C'est cette partie-là qui m'intéresse le mieux. Vous savez que dans les contrats, généralement, même quand une entreprise n'est pas une entreprise minière, généralement où elle s'installe, elle a une certaine responsabilité envers les populations environnantes. C'est pourquoi vous voyez que plusieurs entreprises au Cameroun se sont livrées dans des adductions en eau potable dans certaines localités et qui font parfois des dons, qui construisent des salles de classe dans certaines écoles. Mais sauf que chez nous au Cameroun, c'est comme si on n'en exigeait pas beaucoup à ces entreprises-là. Et lorsque vous interrogez par exemple la carrière de Djungo, ça c'est une carrière dans laquelle les entreprises qui y exerçaient versaient au minimum 30 millions de francs CFA à la mairie de ce côté-là et qui disait même que c'était peu. C'est la mairie de Djombe Pendia. Quand vous dites que Djungo c'est dans la zone de Djombe Pendia. Il faut préciser, c'est dans le Mungo. C'est dans le Mungo. Oui. Donc je dis ça en tout cas, vous dites 30 millions, ce n'est pas les chiffres en fait acceptés. Oui, ce n'est pas le chiffre accepté, mais c'est ce que les entreprises disent, qu'elles versent 30 millions de francs CFA. Ça, c'était en 2014, si je ne me trompe pas. Et il y a eu cette discussion-là. Pourquoi? Parce que les populations commençaient quand même à revendiquer en demandant ce qu'elles aussi, elles gagnent. Parce que, en principe, pour qu'un camion passe sur une route pareille, puisque c'est pour un matériel qui sert à la construction, ils auraient dû avoir ne serait-ce que la route qui mène à ces différents chantiers. Ils auraient dû avoir ne serait-ce qu'une école à côté ou encore recruter les populations de cette localité-là pour travailler dans ces carrières-là. Sauf que après, les populations se plaignent de la pollution, des éboulements parce que parfois, il y a ces carrières-là qui s'affaissent complètement à force d'être usitées. Mais les populations n'en gagnent pas grand-chose. Et c'est tout un problème parce que la responsabilité de l'entreprise qui utilise ces produits-là, c'est de permettre aux populations environnantes, même si elles ne profitent pas du travail que ça peut leur donner, mais au moins que la qualité de la vie change de ce côté. Qu'on puisse avoir une école, qu'on puisse avoir de l'eau potable,
potable, qu'on puisse notamment avoir une route adéquate. Qu'est-ce qui peut venir expliquer qu'on ne puisse pas l'avoir? Parce que c'est toute la question. Comment les populations n'en profitent pas? Alors, est-ce que ça ne rejoint pas la question que je posais en disant, est-ce que ce n'est pas une mafia qui organise qui gère ça? C'est toute la question que je voulais poser. En tout cas, on en parlera dans la deuxième partie, madame, messieurs, tout en vous demandant de rester très présents sur les antennes d'Equinox Télévision. Il y a des choses à nous mettre sous la dent quand même. Pour la deuxième partie, madame, messieurs, le Cameroun est totalement à reconstruire. On en reparle. Allez, nous espérons que tout ira pour le mieux dans les minutes qui suivent. Vous restez avec nous, madame, monsieur, sur Equinox Télévision 10-12. Le Zénith se poursuit comme à l'accoutumée. La légère pause en même temps, on aurait bien sûr souhaité l'avoir comme la tradition le veut bien. Mais merci également à vous, puisqu'on le disait à l'instant, le Cameroun est un pays totalement à reconstruire. Les réalités sont connues aujourd'hui et on tentera véritablement de mieux le faire. Madame, monsieur, on marque une pause et on en parle. Bon retour, madame, monsieur. Deuxième partie, 10-12, le Zénith, votre talk show qui vous accompagne du lundi au vendredi de 10h à 12h avec une grande famille qui vous la restitue habituellement. Charles-Amel Bathiou, Dominique Audrey, Karine Santia et Jean-Paul Chouniat pour la circonstance. Ensemble, encore unis pour la même mission, on va vous servir. Nous parlions à l'instant de la colère de Charles-Amel Bathiou qui, on va dire de façon simpliste, revient sur la question de l'utilisation ou l'exploitation des pouzzolons dans des carrières. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Quel profil les populations parviennent-elles à avoir à la suite de ces exploitations? Comment abandonner les populations? Et parfois même dans des luttes féroces entre les populations et ces exploitations de pouzzolons, qu'est-ce qui se passe véritablement? Un point de vue, surtout une analyse et un regard exprimé ce matin par Dominique Audrey sur la question. Avant de m'exprimer amplement sur ce sujet, j'aimerais m'incliner devant la mémoire de cette jeune femme qui a trouvé la mort, une jeune Camerounaise âgée de 17 ans, du côté de Garoua là-bas. On a une carrière, Missingileo, voilà, elle est décédée parce qu'elle s'est retrouvée dans un trou et avec la forte pluie, c'était une casseuse de pierre. Ouais. Malheureusement, l'autorité administrative de ce côté l'a estimé que c'était une exploitante frauduleuse. Et c'est un dégât collatéral. Clandestin. Voilà, clandestin. Voilà, un exploitant clandestin dont les condoléances précédemment à la famille. L'exploitation des pouzzolons au Cameroun, les Camerounais en eux-mêmes n'ont pas conscience de ce que ça implique en termes d'avoir que ça devrait leur procurer. Lorsqu'on exploite une matière comme celle-là qui sert à énormément de choses dans la construction du pays, on doit avoir des retombées en termes d'eau, en termes d'électricité, en termes même au niveau des établissements, voilà, dans les établissements scolaires, on doit pouvoir voir que l'exploitation de ces carrières-là soit mise à profit pour les populations. Donc c'est comme un fonds de commerce pour nous, les populations, qu'on donne, qu'on vend et qu'on doit avoir un retour sur investissement. Malheureusement, les personnes qui sont chargées d'administrer ces carrières-là au nom des populations ne rendent pas fidèlement des comptes. Vous arriverez dans certaines localités ou des mines, par exemple à l'Est, où j'ai réalisé un reportage il y a quelques années. Les populations là-bas boivent de l'eau boueuse. Pourquoi? Parce que plus haut, on a des Chinois qui viennent extraire de l'or et ils le font avec l'eau de la rivière que boivent les populations en bas. Conséquence, on a des enfants qui sont tous les jours malades. Ils n'ont même pas pris la peine de dévier l'eau. Puisqu'on n'a pas d'eau potable là-bas, on est obligé de boire cette eau-là. Et on ne dévie pas, on exploite en haut et en bas, ici, les populations boivent de cette eau. On se demande où sont donc nos administrateurs, où sont passés les maires, les sous-préfets et toutes ces autorités administratives. La personne ne dit mot. On est tenté de se dire qu'on a un silence complice des administrateurs avec ces personnes qui ont les accès à ces carrières-là. Malheureusement, les petits exploitants qui le pratiquent de façon artisanale n'ont pas de revenus. Donc, on a besoin aujourd'hui qu'il y ait une gestion parcimonieuse, une gestion rationnelle des revenus, des avoirs de ces carrières-là.
C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et surtout, que les personnes qui exploitent prennent la peine de refermer les trous aussi. Parce que tous les jours, les enfants meurent. À l'est, les enfants se noient parce que lorsqu'on a fini de creuser, ça fait des grosses mares d'eau. Ce sont les animaux qui tombent dans les trous. Ce sont les humains même qui tombent. Ce sont les enfants qui se noient lorsque des mini-lacs se créent là-bas. Donc, il faudrait que les administrateurs fassent un travail de veille constant dans ces carrières-là. Très bien. Et au-delà du travail que doivent faire les administrateurs en même temps, il y a que Jean-Paul Chounia tout à l'heure interrogeait l'action des organisations non gouvernementales qui militent, qui œuvrent dans le cadre de l'environnement aujourd'hui. Quelles sont les appréciations que ces organisations non gouvernementales font-elles véritablement à la suite des exploitations de ces espaces, mais surtout qui sont très souvent mal gérés? C'est un sérieux problème, étant donné que nous en parlons ce matin, madame, monsieur. Nous vous rappelons que c'est 10-12 le qui se poursuit. Charles Amel Bachou, on interpelle. Oui, vous voulez réagir rapidement? Je voulais apporter une précision. Les organisations non gouvernementales, la plupart du temps, c'est de dénoncer. Leur travail, c'est de dénoncer, attirer l'attention de l'autorité sur ce qui est en train de se faire dans X ou Y endroit. Ces organisations n'ont pas la force publique, une force d'exécution ou au point d'intervenir pour stopper une exploitation qui est en train... Malheureusement. Mais écoutez, dans la dénonciation quand même, il y a lieu de dénoncer. Moi, vous me permettez, je parle par exemple du FODER, que je connais personnellement ici. Le FODER à Yaoundé qui très souvent s'implique dans les redevances forestières annuelles. Ça arrange à ce qu'il faudrait que l'on revoie les coûts des redevances forestières annuelles, que ceci soit qu'il y ait une véritable répartition avec les populations et qu'il y ait un développement qui doit suivre en même temps. Mais le tout n'est pas seulement de dire qu'on est ONG. Si vous défendez, communiquez suffisamment pour que les populations prennent conscience aussi, parce qu'on se rend compte que ces ONG ne communiquent surtout pas sur les chiffres et les recherches qu'elles font. La vérité, c'est que si le travail est bien fait, les ONG n'auront pas à venir voir. Je veux dire, je prends le cas d'une exploitation. Jean-Paul Chounia, est-ce que les ONG communiquent? Soyons sérieux. Ça, c'est un autre débat. Je dis, je prends le cas d'une exploitation forestière. Si c'est fait dans les règles de l'art, la population reçoit les redevances qu'elle doit recevoir. L'ONG viendra là, ne trouvera véritablement rien. Même si les ONG communiquent, les ONG ne communiquent que les chiffres que les entreprises qui exploitent veulent mettre à leur disposition. Les ONG n'envoient pas des éléments qui vont rester dans une exploitation de carrière pour voir combien de kilogrammes d'or vont être exploités, pour voir combien d'arbres vont être coupés. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Ces ONG sont aussi limitées dans leurs actions. Dans leurs actions, puisque on me dit bien organisations non gouvernementales, donc ils n'ont pas de subventions à recevoir de l'État. Généralement, c'est des démembrements des ONG internationales qui, sur le terrain, trouvent des volontaires qui l'aident dans le travail à faire. Charles Amel Bachou, c'est un sujet intéressant justement ce matin. Est-ce qu'on ne va pas interpeller la mafia qui organise et qui fait ce travail, interdisant aux populations d'en jouir véritablement? Mais ces ONG, pour rester déjà une digression, ces ONG, lorsqu'elles organisent les événements et leurs forums, c'est financé par les entreprises qu'elles sont censées surveiller. Ils vont déposer des dossiers et à coût de millions, on apporte d'aide. On vous apporte l'aide chaque jour pour vos formations, les déplacements, les maladies de vos X ou Y. Vous allez les pousser. Les fausses ONG. Oui, je dis, monsieur Michel Ngachou, j'ai l'impression que nous sommes gouvernés à un moment donné par des sourds, des muets, des aveugles et des insensibles. Des insensibles dans ce pays. Pourquoi je le dis? Faites un tour à partir de Douala jusqu'à Konsamba. Vous allez voir le nombre de camions transportant la pouzzolane qui sort. On parle dans certaines zones, dans la zone de Loum, de Loum-Djungo, on parle de 26 à 29 tonnes jour. De pouzzolane. Je prends le cas de la pouzzolane. 26 à 29 tonnes jour, avec 3 rotations de camions par jour. Monsieur Michel Ngachou, un camion de pouzzolane, 20 roues, 10 roues, ça coûte combien? Ça va chercher dans les combien? À partir de la pouzzolane, on a le ciment. À partir de la pouzzolane, mais regardez l'état des routes, regardez l'état de la route dans ces différentes zones.
La première chose, à chaque zone d'extraction, il y a une spécialité médicale. Normalement, les pneumologues. Vous ne pouvez pas exploiter la pouzzolane, le marbre, le silice sans qu'il y ait des pneumologues. C'est la première chose. On devrait voir dans tout le Mungo au moins 17 cabinets de pneumologues pour gérer la situation. Les populations dans la zone de Djungo souffrent de l'asthme, des rhinites. Vous avez des enfants qui naissent avec des problèmes. Même les employés. Mais les hauts cadres, eux, ils se soignent à Bonandio. Moindre tout, moins de problèmes, ils sont déjà à Bonandio. On abandonne les populations. Au moins l'habitat. Vous vous rappelez qu'à une certaine période, tous les exploitants avaient le devoir de construire des cases pour les différents employés. C'est la raison pour laquelle, quand vous traversez Djobé, vous voyez à votre droite plein de cases qui sont là. C'est les cases de logement pour les différents employés, même s'ils ont des maisons un peu plus loin. Mais là, c'est des cases pour les rapprocher. Mais vous allez vous rendre compte que on ne gère pas véritablement la situation. Ils n'ont pas à cœur les populations. Les populations, c'est du bétail. Et souffrez que je vous dis, c'est du bétail. Chaque fois que même de manière anonyme, vous allez vous plaindre chez une autorité administrative, votre courrier vous retrouve en entreprise parce que ça a été envoyé qui par un SP du sous-préfet, qui par son SP, qui par quelqu'un qui a passé à dire que il y a encore un gars qui est venu se plaindre ici. Voilà le courrier. Vous êtes convoqué le matin. La lettre est située, vous voyez, c'est à qui? Eux là, c'est nous. Donc, oui. Les autorités sont noyées. Les autorités se retrouvent noyées parce que c'est des parquets. Il a perdu sa maman. C'est 5 millions qu'on a envoyé. C'est des assistances spéciales qu'on pose et ils ne peuvent pas s'opposer à cela, bien qu'ils ont tous les avantages du monde. Puisqu'ils ont déjà mangé. Donc, vous avez des gens qui se retrouvent là-bas avoir des bronchites chroniques. Faites le tour. J'étais à Djungoraï. J'ai bien fait le tour à Djungoraï. Je suis descendu à Djungoraï. J'ai vu comment des populations de ce côté souffrent. Mais on engrange des richesses sur ces populations. Il n'y a pas de cabinet. L'école, la question de l'école encore, c'est grave. Ne serait-ce que faire des dotations de bancs. Dotation simple de banque, on va le dire. Est-ce que ces différentes structures, parce que beaucoup plus c'est des multinationales, est-ce qu'elles peuvent faire ça dans les propres pays? Que font les maires? Les maires n'ont pas de pouvoir. Merci. Les maires n'ont pas de pouvoir. On n'est pas dans une décentralisation. L'État central sait exactement ce qui se passe et freine la mise en place de l'application du décret de 2019 sur la décentralisation. Il faut le dire simplement. Parce que le problème fondamentalement, tel que on vous entend le dire ce matin, ce qui est choquant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un mécanisme qu'on peut mettre en place pour permettre aux populations, à ces communes, de pouvoir s'en sortir et qu'il y ait un développement qui suit quand même. Donc ça suppose que le maire, si le maire n'a pas pouvoir et que le sous-préfet ou le préfet a le pouvoir justement dans la localité, on ne peut pas profiter. Ce sont les individus, d'où maintenant la mafia qui gère justement l'État du Cameroun ne permet pas aux populations de s'en sortir. Et maintenant, je vais peut-être pour sortir par là. Moi, je pose une question peut-être à ceux qui nous regardent ce matin et peut-être pour les chrétiens, entre guillemets, qui disent que à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme? Sincèrement. C'est-à-dire, vous gagnez tout l'argent, on vous donne tout l'argent de ce Cameroun à un seul individu que bon, prenez cet argent et faites-en ce que vous voulez. Et vous perdez votre âme. Qu'est-ce que vous gagnerez? Regardez l'état avant d'arriver en Kapa. Vous prenez avant d'arriver en Kapa. À des moments, quand vous roulez la nuit, pour ceux qui se retrouvent généralement que la nuit les attrape, ces camions sortent, c'est généralement entre minuit. Hein. Vous allez voir les heures, entre minuit 6 heures, vous voyez des camions qui circulent, ils sortent n'importe comment. On a même alerté même pour les usagers parfois que sortir de camions comme on le fait en mettant des signaux, des balises, ça n'existe pas. Vous les voyez sortir. Vous voyez des enfants qui vont à pied. On ne peut pas vous compter le nombre d'enfants qui se font écraser par ces camions. On ne peut pas compter le nombre de camions qui ont dérapé, qui sont allés... Et Charles Amel, pour ajouter, dernièrement, j'ai traité un reportage où un véhicule avec toute une famille a été décimé parce que le véhicule a dérapé sur les gravats. Les granulats, oui. Ces gravats entièrement versés sur la chaussée. Donc le véhicule arrive, vous arrivez, vous êtes en allure, vous ne savez pas qu'il est. Et puis. Que la pouzzolane, surtout la pouzzolane, les gravats de la pouzzolane. De Djombe, si vous n'êtes pas mal jusqu'à Loum, faites attention, il faut aller tout doucement parce que quand il passe tellement, c'est chargé, ça se coule. Donc je pense que j'invite les populations. À un certain moment, on demandait même de couvrir. Il y en a qui ne couvrent pas. Voilà. Vous êtes dans même les pare-brises des véhicules, à des moments. Voilà, vous êtes dans votre véhicule, vous recevez des. Donc je pense que les populations n'attendons plus rien des maires.
Les mains ont les mains liées. N'attendons plus rien. Il est temps que les populations se lèvent en disant, si vous faites vos affaires, mais souciez-vous de notre santé. Au moins qu'on ait des hôpitaux de qualité. Pour pouvoir trouver un bon pneumologue dans toute cette zone, vous êtes obligé de revenir ici à Douala. Et ça, c'est à vos frais. Ce n'est pas la structure qui vient vous polluer. Ce n'est pas la structure qui est venue modifier la nature qui vient vous retrouver. Allez voir les anciennes carrières. Voyez les anciennes carrières dans le monde abandonnées. On se demande que fait bien sûr le ministère de l'Environnement sur ces questions, qui connaît bien ce qui se passe. Parce que le fait de décrier, on se rend compte effectivement, comme Jean Pochnial le disait, que tout le monde est mouillé, tout le monde a mangé, tout le monde est trempé. Le ministère de l'Environnement ne vous dit pas grand-chose. Le ministère même des Mines ne vous dit presque rien. Le ministère même, c'est-à-dire que de la décentralisation et du développement local, en réalité, qui est censé gérer ces affaires, ne vous dit rien. Et celui qui conteste, quand on donne sa part, il s'était. En attendant la prochaine charte. C'est-à-dire que quand vous dites celui qui conteste, ça veut dire qu'il y a les conseils municipaux, il y a les conseils municipaux, il y a les chefs de quartier, il y a les chefs de village, il y a les chefs de communauté. C'est la situation que vit actuellement Ndokama. Ndokama est en train d'être bradé ici à Yabassine, après Bonepoupa. Ndokama, le village Ndokama est en train d'être bradé. On brade les terres, on brade les carrières. Mais plusieurs fois on a arrêté. Vous avez des gens qui font exploser, monsieur Michel Ngachou, qui font exploser des montagnes de la pierre. Ça se va retrouver des enfants dans les écoles. Ça a même tué. On a vu un cas. Un Ndokama, oui. C'est grave. Dans cette zone, vous avez des gens qui viennent travailler. On vous dit, l'ordre vient de Yaoundé. Quand vous voulez parler, c'est Douala qui passe un coup de fil. C'est le sous-préfet qui fait appeler X ou Y. Mais allez voir. Non, mais toutes les nuits. Comment ça sort par 21 Quand vous parlez du sous-préfet ici, on dira qu'Equinox ne dit que ce qui ne marche pas. Véritablement, regardons encore les images qui sont déroulées récemment dans la localité de Campo, véritablement à Akak, parce que ces images jusqu'aujourd'hui défilent encore dans les têtes des Camerounais, où le sous-préfet lui-même de la localité de Campo a pris un catépillard avec justement ses gros bras. Ils sont allés dans l'affrontement qu'il y avait avec les populations. C'est avec le catépillard qu'on tentait d'écraser les populations. Et moi, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'on a un pays où les Camerounais regardent et ne peuvent rien dire. Mais ce n'est pas possible. Mais on se demande, est-ce qu'on fait des messes noires pour empêcher les Camerounais de réfléchir? Mais c'est problématique. Lorsque vous avez ce qui s'est passé à Akak, on n'a entendu aucune autorité, aucune élite de Akak. On n'a entendu aucune élite justement du Grand Sud. Aucun élu. Aucun élu. Aucun sénateur s'exprimer. Alors qu'il y a des gens qui ont failli perdre leur vie et qui ont jusqu'aujourd'hui semblent perdre leur vie là-bas à Akak précisément. C'est assez compliqué quand même. On le disait justement, c'était la colère sur la mer. Vous nous avez mis dans la colère. Nous sommes tous fâchés justement ce matin. Mais on va dire qu'on va lire les messages de nos téléspectateurs. Madame, Messieurs, merci pour la fidélité. Karine Sontia, les messages. Pour moi, la famille veut que le garçon ait plus de contrôle sur la fille. Peut-être que la fille adopte déjà des comportements étrangers en son absence, qui est déjà au-dessus de l'entendement de ceux-ci. Il estime qu'ils ont son remède, quitte à lui d'aller voir la famille et trouver un terrain d'entente. Le dialogue est l'ingrédient manquant. Esther, si on choisissait le pays de naissance, je ne pouvais jamais accepter naître au Cameroun. Il ne faut pas dire des choses pareilles. Le Cameroun est un très beau pays. Hein? Demandez au garçon de discuter avec sa compagne et de mettre les points sur les i et envisager l'avenir, soit ensemble, soit chacun de son côté. Le gars doit aussi chercher à savoir ce que la belle famille met dans la dot et d'en discuter. Il peut avoir un moratoire ou attendre juste un engagement, même avec la bouche. Qui vous a dit qu'une relation de longue durée doit se terminer par le mariage? Je comprends la famille qui s'inquiète pour le statut de leur fille, mais on ne peut pas forcer un homme à marier une femme. Donc je conseille ce garçon de nous dire la vérité sur ses intentions avec cette fille. C'est juste la négociation avec les parents de la fille. Jeannette Michael. Oui, c'est justement ce que les parents veulent. Quelle est la position? Vous laissez un homme vivre avec votre fille 15 ans pour venir après dire qu'il l'épouse. Lorsque vous laissez votre fille vivre déjà avec un homme, bon, ils ne vivent pas ensemble. Avec un homme, c'est un mariage de fait. Vous devez assumer cela. Et si vous n'êtes pas d'accord pour la relation, cela doit être connu de tous. N'attendez pas 15 ans quand elle a un boulot. Mais je voudrais quand même préciser. C'est assez gênant parce qu'il y a des parents qui nous regardent aujourd'hui. Et nous aussi, nous sommes des parents déjà. Oui, nous, on y va vers. C'est gênant parce que l'une des plus belles choses qu'un parent aimerait bien voir dans sa vie, c'est de voir son enfant se marier. C'est voir son fils justement convolé en juste noces ou sa fille. Alors peut-être c'est l'occasion d'interpeller les parents en disant, parents,
lorsque nous faisons les enfants, et Jean-Paul Chougnat, justement, on faisait la précision ici hier, il faut tellement bien encadrer vos enfants que l'enfant grandisse avec l'image d'un père et d'une mère qui ont été toujours présents à leur côté pour leur montrer le bon chemin. C'est vrai aussi qu'on dit très souvent dans nos familles qu'on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur parce que l'enfant, à un moment donné, pourra faire ses choix. Mais il est toujours important que l'enfant, en faisant ses choix, sache que voici les chemins que les parents m'ont montrés. Donc, interpeller la responsabilité des parents. Moi, je vais peut-être faire un petit calcul. Très souvent, je dis, on a 35 ans. À 35 ans, vous n'avez pas d'enfant. Je dis n'importe quoi. À 35 ans, vous n'avez pas d'enfant. Et vous commencez à faire des enfants à 35 ans, supposons. À 36 ans, vous avez votre premier enfant. À 40 ans, votre premier enfant aura 5 ans. Ça, c'est bien. Mais vous savez qu'il est bon de faire ses enfants tôt et de grandir avec ses enfants. C'est-à-dire, on sait que nos mamans font des enfants à 16 ans, 18 ans pour certaines, 20 ans max. Et elles ont grandi avec leurs enfants. Ces mamans ont eu la chance de voir leurs petits-enfants. Et ces petits-enfants, même parfois, on fait des enfants plus tôt où la maman va te dire, j'ai vu ma 3e, ma 4e génération parce qu'effectivement, il y a eu ces éléments. Et elle a encore à donner en matière d'éducation. Donc, ce que je vais dire globalement, c'est qu'il faut aussi interpeller les parents en disant aux parents, vous avez une responsabilité à bien encadrer vos filles, à bien leur apprendre les rudiments du mariage, à ne même pas laisser vos filles aller même chez des hommes réellement sans leur avoir dit, ma fille, vraiment à la maison, comme tu sais que c'est à la maison là, n'y va pas comme ça. Parce que j'aurais bien voulu que l'homme lui-même, qui vient te chercher à la maison. Vous savez, Charles, peut-être, je m'exprime sur la question aujourd'hui. La beauté dans la chose, la beauté dans la chose aujourd'hui, c'est que, la beauté dans la chose, c'est que les filles aiment vous dire, tu vas m'épouser quand? Vraiment, il faut que tu vas mes parents. Moi, je dis, ben non, une femme doit attendre que l'homme vienne lui dire, est-ce que tu acceptes d'être mon épouse? Michel. Moi, je pense qu'il n'y a plus de valeur qu'elle s'octroie et il n'y a plus de valeur qu'on lui donne. Michel. Que de dire tout le temps, tu m'épouses quand? Allons voir mes parents. Quand vous finissez de donner la valeur, là, ça fait les enfants. Michel, ça c'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est le rêve. C'est le rêve, cher Lamé. Fort heureusement, ce que vous dites là, on le vivait à une certaine époque. Vous voyez, une fille reste comme ça et puis il y a un parent qui vient à la maison de temps en temps, on voit comment... parfois, le garçon n'est pas là. Donc, c'est les familles généralement qui choisissaient les maris ou les femmes. Parfois, un parent dit non, moi j'ai vu le fils de mon ami là, vraiment, c'est un garçon bien, il se comporte bien. Or, en même temps, le nombre, il ne faut pas aussi oublier, le nombre de filles qui naissent dans les maternités, il y a une forte, je vais pas dire une offre, il y a une forte offre. Donc, et du coup, non, c'est la réalité. C'est la réalité. Non, je vais vous dire. La statistique Dominique Audrey. Non, mais écoutez. Dominique Audrey. Monsieur. Je vais vous dire qu'à une certaine époque, on ne voyait pas une maman essayer, je ne veux pas dire séduire entre guillemets, tenter de faire une sorte, je vous prends un cas banal. Une maman a peut-être 5 filles ou 6 filles. Les filles sont là, elles grandissent, elles atteignent 20, 21, 22 ans. Même quand vous êtes un ami simple de la famille, vous venez même avec un frère de la famille, ou bien vous arrivez à la maison, quand une des filles se déplace, ou bien si elle est seule, la maman vous pose souvent un genre de questions insidieuses. Vous êtes de quelle région? Vous lui donnez votre région, elle vous dit, chez vous là, vous n'aimez pas épouser les filles de telle région. Elle engage un débat insidieux. C'est-à-dire qu'elle vous met dans l'état d'esprit. Vous comprenez que c'est une maman qui a du souci pour ses filles qui sont à la maison. Il y a de beaux garçons dehors. Elle ne comprend pas comment ces garçons ne viennent pas chercher ses filles à la maison. Chercher leurs filles à la maison. Donc aujourd'hui, en même temps qu'il faut bien éduquer ses enfants, mais aujourd'hui aussi, il faut reconnaître que les filles qui restent à la maison, il y en a qui n'ont pas trouvé mari. Il y en a qui sont sortis, qui ont trouvé mari. Et il y en a qui c'est ça que je dis que... plus de femmes qui ont trouvé qui sont C'est pour ça que je dis que ce sont des réalités que nous vivons désormais. Ce n'est pas... À l'époque, Charles Hamel, à l'époque, parfois une fille était au village. J'ai dit au fin fond d'un village. Vous voyez un monsieur qui arrive, on me dit que non, c'est elle qu'on vient prendre. Mais est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Le problème, c'est... Pourquoi ça n'existe pas, Charles? Non, ça existe encore. Ça dépend de la il y en a encore. Mais le problème, c'est quoi? À un moment donné, on a des aînés, des grands frères qui vont vous dire, ben vraiment, je suis allé prendre ma femme au village. Lorsque tu prends la femme au village, tu la ramènes en ville, parce que toi, tu vis à Yaoundé ou à Douala, tu la laves, tu la ranges. C'est le petit voisin qui, à un moment donné, quand tu vas au boulot, là, qui vient faire le travail. À un moment donné, c'est le manque de respect. Et vous vous demandez, mais finalement,
C'est quel genre de femme Donc, c'est autant, voilà, c'est Il y a eu des manquements. Non, attends, Karine. ce sont des réalités. Non, vous ne savez même pas où chercher finalement vos femmes. Attendez, Karine, il y en a qui nous regardent, Karine, vous n'avez pas le dire qu'on a tellement de problèmes parce que nous parlons d'une réalité et nous croyons que les parents qui nous regardent devaient prendre conscience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes femmes au village. Ou me manque ici. On n'a pas dit ça. Voilà, mais quand vous dites que. Non, je vous ai dit. On ne savait pas ce que vous dites. Non, j'ai dit que vous ne savez même pas finalement où chercher vos femmes. Parce que vous allez au village, elle arrive ici, elle vous trompe. Le bonheur en réalité. Non. Le bonheur en réalité, c'est que aujourd'hui, il y a eu aujourd'hui. Excusez-moi, peut-être je prends position aujourd'hui. Non, en fait, vous le faites tellement. Oui, c'est une société, ça nous interpelle tous. Nous croyons que nous sommes des éducateurs. Et il faut donner nos points de vue pour que la société puisse bien se faire. Donc, interpeller les hommes et les femmes à ce sujet. On interpelle les parents. Nous sommes tous des parents ici. Et il y a des parents qui nous regardent. Il faut les interpeller également. Charles Amemba, tu veux réagir? Monsieur Michel Ngatou, je connais un ancien ministre qui a eu 2 filles et un garçon, un ancien ministre, 2 filles et un garçon. Il a donné toute l'éducation qu'on pouvait donner à ses enfants qui jusqu'en terminale passaient les congés au village, comme les enfants de tous les autres, au village, dans l'esprit de la famille. Mais il y a eu une fille, monsieur Michel Ngatou, qui est sortie avec son cœur, qui avait sa façon de faire. Elle va concevoir la grossesse, elle vient à la couche à la maison, c'est elle qui gueule son père. Non, elle ne parle pas, elle est là. C'est elle qui gueule son père. Quelle que soit l'éducation que vous pouvez donner parfois à un enfant, l'enfant a ses a priori, il fait ses choix. On l'a très bien dit. Vous pouvez dire à un enfant que voici la ligne que j'ai tracée. Il choisit avec l'accord de Dominique Audrey qui avait dit sur ce plateau, laissez vos enfants se tromper. Laissez-les tomber parce qu'ils apprendront les erreurs. Mais regardez, je retiens ce que vous dites. Laissez les enfants tomber, ils apprendront de leurs erreurs. Donc pour dire quoi, monsieur Michel Ngatou? Pour dire que une fille à qui vous donnez tout, un enfant à qui vous donnez tout, là, il est dans une société de grande consommation qui aspire véritablement. Les garçons aujourd'hui ne veulent plus épouser des femmes qui ne font rien. Ah bon? Ça, c'est aussi une réalité. C'est l'occidentalisation. Je parle des garçons, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne parle pas en tant que bantou. J'ai dit, on est dans un sujet. C'est une réalité. C'est la réalité aujourd'hui. Les garçons veulent épouser des femmes qui travaillent, qui ont un bon boulot, qui ont un bon revenu. Or, ce n'est pas la maxime que nous défendons, nous, les bantous, au sujet du mariage. Mais quand le garçon sort et rencontre la fille, première question, tu fais quoi? Toutes les filles sont devenues des menteuses. Elles vont vous dire, oui, je travaille, j'ai un bon boulot, je sors le matin, gna, gna, gna. Un mois après, elle va vous dire, on vient de me virer. Je viens de me faire virer, je suis à la maison, alors qu'elle n'a jamais bossé, alors qu'elle n'a jamais sorti. Elle vous a déjà appâté. Donc, les hommes sont suffisamment prudents désormais lorsqu'ils s'engagent avec certaines femmes. Avant de terminer, je voudrais simplement que les téléspectateurs qui nous regardent, surtout Michael Kitoko, que je vais citer, qui sachent que on parle d'éducation et non de perversité sur le plateau. Parce que je ne permettrai jamais... Oui, non, écoutez, c'est important. C'est un téléspectateur. Un téléspectateur qui le dit. Qui le dit justement qu'il se rend compte que de plus en plus le temps passe, quand tu deviens pervers. Et puis on se rend compte que c'est l'esprit de Macabo. Mais non, on est là, on est en train de parler, on s'explique entre nous Camerounais, entre nous Africains, parce que nous voulons avoir une société idéal. Si c'était possible de revenir à nos fondamentaux, on l'aurait fait. On se rend compte qu'il y a tellement de dérives que nous voulons rattraper le peu qu'on peut rattraper. Mais si nos téléspectateurs en même temps ont des positions pareilles, bon, tant mieux, à chacun son point de vue. Je termine en disant que, il faut connaître Monsieur Michel Ngatou, avec ma position que je déclare sur le plateau, avoir 4 femmes, je ne peux pas vous dire combien de femmes veulent être même la 5e, la 6e, la 7e. Je dis moi, je parle de moi. Vers 8e, 10e, elle dit ça ne me pose aucun problème. Il y en a qui sont d'accord, hein. Oui, qui disent j'accepte de venir parce qu'elle a vu que le dehors est dur. Elle a vu que le dehors, elle dit j'accepte vraiment Charles Armel, regarde-moi, si je suis ton genre, j'accepte de devenir la 5e femme et le vivre. Donc, la vie est une chose. L'école de la vie, l'école du mariage que vous donnez, la vie il y a des obstacles dans la vie. La jeune fille a besoin de se sentir sécurisée. À un certain moment, la fille sent qu'elle vieillit, elle gêne ses parents, elle gêne le monde, elle veut partir. Quel que soit ce que vous lui avez dit, elle sent qu'elle doit sortir. Il faut qu'elle soit en location, soit elle va s'installer chez elle. C'est même dans la Bible. Et pourquoi vous empêchez à cette fille de penser comme ça? Le drame, c'est qu'elle ne vit pas avec le gars. Oui, elle ne vit pas, elle est encore à la... C'est ce qu'elle veut.
Vous lui empêchez de vouloir ça. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. L'histoire du jour aujourd'hui nous enseigne une petite chose. À un moment donné, quand vous restez avec une femme, sachez que même si elle ne vous le dit pas, même si elle ne vous le dit pas, elle a envie de rester avec vous. Même si on a dit qu'on ne fait pas tout pour dormir derrière un homme, mais toutes les femmes à un moment donné en ont besoin. Non, 15 ans, parce que si un homme est capable si un homme est capable de passer la nuit chaque fois avec la même femme pendant 15 ans, il peut vivre dans la même maison avec elle. Donc il arrête ça. Merci. Les femmes, merci à vous, madame, monsieur. Allez, rapide. Oui, Dominique Audrey, je vous en prie, allons-y. Par rapport à votre réponse aux téléspectateurs, je vais vous dire ceci. Vous ne pouvez être responsable que de ce que vous dites. La façon dont les gens interprètent les choses, ce n'est plus de votre ressort. Maintenant, il y a des gens qui écoutent leur façon de comprendre les choses et il y a d'autres personnes plus averties qui comprennent entre les lignes ce que vous dites. Merci. Donc, on ne répond pas. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, monsieur. Le temps d'être rassuré, on aurait pu avoir... Enfin, on évolue rapidement, Karine. La revue des réseaux sociaux, c'est tout de suite et c'est maintenant. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse surtout à cette couverture santé universelle qui a été annoncée hier par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui dit avoir signé une implémentation de cette couverture santé universelle-là, notamment avec la présence notamment du Premier ministre, le ministre des Affaires sociales, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Et on sait que depuis 2018, quand même, qu'on annonce cette couverture santé universelle et que au tout début de la pandémie, les Camerounais ont interpellé notamment le gouvernement sur l'implémentation de cette couverture santé universelle. Et plusieurs aujourd'hui questionnent notamment cette décision brusque de prendre notamment d'intégrer la couverture santé universelle, sachant qu'il y a quand même des préalables à intégrer dans ce cas précis. Merci. Allez, comment vous analysez, vous appréciez ce projet de couverture santé Jean-Paul Chouniat annoncé hier par le ministre de la Santé publique? Bon, c'est pas nouveau, c'est pas un projet qui est nouveau. Plusieurs fois, ça a fait l'actualité. Il y a beaucoup d'annonces comme ça. Je pense qu'il faut qu'on attende véritablement. Si ce que le ministre dit va être effectif, ce sera bien. Mais si ce que le ministre dit, il faut encore attendre. Peut-être il a fait l'annonce, après le prochain remaniement, il ne sera plus là. Celui qui va arriver en terre. Donc, c'est pas un projet, c'est pas nouveau. Même le ministre Maman Fouda avait évoqué à son temps. Donc, je dis simplement, on attend voir ce qui va se passer. Dominique Audrey, vous y croyez, vous? J'y crois comme j'y crois à la reconstruction du Nozo qui est en cours. J'y crois comme j'y crois à tous les projets qu'on nous a annoncés, comme l'usine à 6 millions, monsieur Mbachou, l'usine avec le parpaing là. J'y crois de la même façon. Voilà, j'y crois également comme j'y crois à la construction de l'usine de montage de voitures. Comme à l'organisation de la CAN, comme tous ces projets en fait, au même niveau. Au Cameroun, on a fini par être des tomates tant qu'on ne voit pas. Et même lorsqu'on voit, on émet quand même des doutes. Tant qu'on ne voit pas, on n'y croit pas. Donc on aimerait bien voir comment ça va se mettre en place sur le terrain. Les premières personnes à aller tester, il faudrait bien qu'on nous remonte les informations parce qu'il faudrait bien qu'il y ait des cobayes. En tout cas, peut-être des cobayes, vous attendez des cobayes. Mais on va justement dire que même aux États-Unis aujourd'hui, avec le projet Obamacare, ça connaît tellement de problèmes. Parce que Trump a supprimé ça quand même. Ouais, Trump est arrivé à la supprimer parce que le projet de couverture santé universelle, ce matin, on se posait la question lors de la préparation de l'émission, comment va-t-on arriver à rendre possible ce projet? Charles a même battu. Si aux États-Unis ça n'a pas marché, au Cameroun ça va marcher? Enfin, c'est pas pour dire qu'au Cameroun ça n'a pas marché, hein. Mais est-ce que c'est de nature justement à faire confiance à un pareil projet en terre camerounaise? Chaque fois qu'on implémente quelque chose dans ce pays, ceux qui implémentent finissent par ne pas être associés à la conception, l'élaboration. C'est des personnes étrangères au dossier qu'on associe.
Je crois que l'idée de la couverture de santé universelle avait été proposée par le docteur Kamta, cette association, les médecins qui ont dit, mais nous souffrons. C'est nous qui enlevons encore l'argent pour pouvoir donner à certains patients qui arrivent. Les patients qui viennent n'ont pas. Or, si nous appliquons telle politique, nous pouvons arriver. On n'a pas pris la peine de chercher à rentrer. On a plutôt pris que c'était des opposants, ils étaient des affiliés de certains partis politiques. On les a envoyés à ce malheur. Qu'aujourd'hui, on vous dise que 16 ministres se sont assis pour signer un contrat. Mais vraiment, ça, pour moi, c'est la honte. On a eu 8 ministres qui sont descendus pour évaluer la situation à l'extrême nord après la crise qu'on a eu, les inondations. Le rapport là est passé où? On les a interviewés chacun individuellement, ministre X, ministre. Vous avez vu le cas ici pour les inondations à Douala. On a eu 2 ministres. Le ministre du développement urbain qui était à Douala. On a eu le ministre de l'administration territoriale à Douala. Quelle est la solution qu'ils ont proposée? C'est la question que je me pose. Et j'ai commencé. Ils ont proposé quoi? Bon, même si ces ministres proposent la solution, ça ne va pas se mettre. Monsieur Jean-Paul Chounia, souffrez que je vous dise, et je vous arrête en vous disant que la ministre est arrivée, elle a dit que c'est votre faute. C'est vous. Oui, c'est votre faute. Voilà ce qu'une ministre vient dire à Mondo Vision. C'est votre faute. Même si vous avez un problème, on doit venir vous insulter avec votre handicap. On doit venir vous insulter avec votre handicap. J'estime quand même que c'est exagéré, permettez-moi l'expression, c'est quand même trop posé pour ces responsables de l'administration de ne pas résoudre véritablement le problème. Qu'on associe ces médecins, en disant ces médecins, ces neurologues, vous avez pensé votre projet. Le projet en lui-même, c'était quoi? Asseyons-nous, discutons. Donc c'est un projet volé simplement et qui est en train d'être... Oui, mais il faut le dire. Compris, c'est ça. Projet volé. Oui, et comme on vole la plupart des projets au Cameroun, c'est bien dommage parce que vous n'avez pas le cœur du projet, vous n'avez pas la conception, vous n'avez pas la matière, la première matière du projet. Vous avez pris l'élément superficiel et c'est évident que ça ne marchera pas. Quand quelqu'un conçoit un projet et vient vers vous avec il n'est venu qu'avec le tiers de son projet. Donc vous n'avez qu'une partie qu'il aimerait que vous connaissiez. Sinon l'esprit du projet reste à lui. Mais maintenant, il y a plusieurs composantes qu'il faut prendre en jeu dans ce genre de cas. Il faut déjà intégrer les entreprises d'assurance. Il faut intégrer les entreprises dans lesquelles travaillent certaines personnes. Mais le dispositif sanitaire camerounais, le plateau technique et tout ça, vous n'avez pas. Il faut les médecins, il faut les infirmières, il faut vraiment du personnel, il faut recruter ceux qui ont déjà été formés. C'est de la poudre. C'est beaucoup trop de choses qu'il faut prendre en compte. Deuxième sujet, Karine, je vous en prie. Vous voulez nous inviter? Je voulais simplement dire qu'il y a un manque de volonté politique manifeste. Je ne pense pas que c'est quand on voit ce qui est dépensé, regardez seulement les budgets de fonctionnement. Très bien. Les véhicules de fonction. Donc, je pense que sur ce plan-là, il y a quelque chose à faire. Mais je voulais simplement dire à Charles Hamel que même quand les ministres descendent dans les quartiers inondés, le premier, même si c'est sur le plan formel, je ne sais pas s'ils le font de gaieté de cœur, mais c'est de venir voir ce qui s'est passé et apporter un minimum de avec réconfort. Les talons. Maintenant, oui, que ce soit avec les talons. Même si c'est pieds nus, ça ne résout pas le problème des populations. Non, un ministre en venant même pieds nus, ça ne résout pas le problème des populations. Donc, je voulais simplement dire que même quand un ministre vient, à l'instant là, le problème ne se résout pas là. Ça ne se résout pas, puisque... Non, attention. Allez voir lors de l'émission. Permettez-moi, monsieur Michel Nadjoub. Un ministre, lorsqu'il se déplace, demande la permission au Premier ministre pour se déplacer. Même dans le pays, demande l'autorisation. Si on ne lui a pas accordé, il ne se déplace pas. Il y a le motif pour lequel il descend. Lorsque vous... le motif pour lequel vous demandez la permission d'aller à Douala, le motif, c'est les inondations. Lorsque vous arrivez à Douala, première chose, il doit avoir une concertation avec les différents partis. Ce n'est pas devant les micros de télévision que vous allez vous permettre de parler. Vous appelez les différentes parties, vous les faites asseoir en leur disant, je suis descendu, j'ai touché du doigt et je me suis rendu compte que en partie, c'est votre faute à cause de ceci, à cause de cela, à cause de cela. Quelles sont les solutions idoines? Nous proposons dans un délai, au cours de l'air, qu'il y aura une délocalisation, il y aura il y aura des cases dont vous n'attendez pas, ne soyez pas surpris. C'est des discussions qu'il y a, chacun en son temps connaît. Charles Hamel, la ville de Douala, ce ne sont pas les premières inondations à Douala. Ce qu'il faut déplorer, mais vous encouragez ça? Non, je n'encourage pas. Ce qu'il faut déplorer ici, j'appelle ça un peu le cinéma. Cinéma, pourquoi? Parce que à chaque fois il y a eu des inondations, les ministres précédents sont venus
rien n'a changé. Donc, c'est pour ça que je dis que quand ces ministres descendent, ce n'est pas pour venir avec parce que vous avez évoqué le cas où, après le départ du ministre, il y a eu une inondation. Le ministre ne venait pas là pour mettre fin aux inondations. Il y a eu des précédents ministres qui sont passés. Donc, ce qu'on déplore ici, c'est cette théâtralisation. Attendez, permettez, Charlemagne. Je dis que ce que je déplore ici, c'est cette théâtralisation du fait que chaque fois qu'il y a le moindre incident, tous les ministres arrivent, après quand ils repartent, ça s'arrête là. C'est ce que je déplore. Donc ça ne commence pas avec le ministre le ministre de l'Habitat ou avec le ministre de l'Administration territoriale. C'est pas nouveau. Très bien. Merci. Je vous en prie. Allez, on marque une pause rapidement, madame, monsieur. Merci à vous, les millions de téléspectateurs qui nous font confiance tous les jours. Voici que nous irons tout de suite retrouver Constille Amine et nous parlons une fois de plus de Fariblé, un repas complet 100% bio made in Cameroun. Et pour en parler, Constille Amine, le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour. Alors bonjour Michel, bonjour nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients bien sûr de Fariblé, bonjour à tous ces consommateurs de Fariblé, bonjour à tous les revendeurs de Fariblé également, bonjour aux futurs revendeurs de Fariblé. Ah ben oui, ceux qui n'ont pas encore Fariblé dans leur localité, dans leur boutique, c'est donc l'occasion plus que jamais de relever le numéro de téléphone, que ce soit celui de Monsieur Rick, de Madame Amina ou alors de la représentante de Yaoundé pour être l'un des revendeurs de Fariblé. Nous allons tout de suite commencer par la présentation de ce repas complet. Nous allons tout de suite commencer, comme je l'ai si bien dit, en présentant officiellement à tous nos téléspectateurs Fariblé. Alors, c'est quoi Fariblé, chers téléspectateurs? Fariblé est un repas complet, 100% bio, made in Cameroun. C'est un fast-food de qualité supérieure. Je sais qu'il y a tellement de fast-food sur le marché camerounais, mais parmi ces fast-food, il y a un fast-food made in Cameroun, un fast-food 100% bio de qualité supérieure. Alors, Fariblé, comme je l'ai si bien dit, est ce repas complet composé de 80% de sémoule de blé et 20% de sémoule de manioc. À côté, bien sûr, de ces deux éléments qui constituent la qualité de Fariblé, il y a également un sachet dans lequel vous avez 20 épices du Cameroun. Oui, ces épices qui donnent un goût particulier à votre repas complet 100% bio. Nous allons tout de suite, bien entendu, avec le concours de la réalisation, avoir cette image à l'écran et les numéros de téléphone pour ceux des téléspectateurs qui veulent d'ailleurs passer des commandes à l'instant, pour ceux qui veulent être des revendeurs, pour ceux qui veulent acheter Fariblé. Nous rappelons bien entendu à tous nos téléspectateurs que Fariblé vous permet aux revendeurs de gagner assez d'argent parce que le carton de Fariblé est vendu aux revendeurs à un prix très très abordable et ces revendeurs-là, ils vont vendre Fariblé au prix de 500 francs. Nous allons rester également dans la présentation de Fariblé tout en montrant au monde entier l'intérieur de l'usine de fabrication de Fariblé. C'est important de savoir où est-ce qu'on fabrique Fariblé. Quel est l'environnement dans lequel votre repas complet sort? Voilà pourquoi le concept de Salaka met également un accent dans la présentation de l'intérieur de Fariblé. Nous allons tout de suite passer à la particularité de Fariblé. Alors, Fariblé, je le dis toujours à nos téléspectateurs, c'est un repas complet, 100% bio, qui a la particularité d'être énergétique, d'être riche en vitamines, riche en calories. Fariblé est également ce repas complet qui est facile à préparer en 5 minutes pour ceux qui le veulent croustillant ou alors en 7 minutes pour ceux qui le veulent moelleux. On peut préparer Fariblé. À côté, bien sûr, de ces avantages, il y a également, c'est-à-dire cet autre avantage que Fariblé peut être consommé par tout le monde, que ce soit les bébés, que ce soit les adolescents, les personnes du 3e âge, chacun se retrouve en consommant Fariblé. Une autre particularité de Fariblé, c'est que les diabétiques, les hypertendus, ceux-là qui sont sous régime, peuvent également manger Fariblé, qui vous permet d'avoir un corps manquant, d'avoir un corps en bonne santé. Et Fariblé vous évite, chers téléspectateurs, d'avoir un ventre ballonné. Donc ceux qui ont besoin d'avoir un ventre plat, d'avoir un corps stylé, de très bien manger, je vous conseille Fariblé. Alors tout de suite, après donc la présentation de Fariblé, nous allons tout de suite passer à l'instant qui vous permet d'avoir une idée sur le prix d'une boîte de Fariblé. Oui, je dis bien Fariblé coûte bel et bien la somme de 500 francs, une boîte de Fariblé.
vous l'avez à 500 francs dans tous les supermarchés de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, le boutiquier du quartier, les boulangeries, les agences de voyage. Vous achèterez Fariblé au prix de 500 francs la boîte. Mais comme nous sommes dans le cadre du concept Salaka et nous sommes dans le cadre de la vulgarisation et du lancement de Fariblé jusqu'à la fin du mois de septembre 2020, dès que vous achetez 3 boîtes de Fariblé, on vous donne la 4e boîte gratuitement. Oh là 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 là. C'est pas bien ça, chers téléspectateurs. Je dis bien, en ce moment et jusqu'à la fin du mois de septembre, vous achetez 3 boîtes de Fariblé. La 4e boîte vous est offerte gratuitement. Et je rappelle également que ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les supermarchés, dans les boutiques, peuvent appeler directement. On viendra vous livrer, quel que soit l'endroit où vous êtes. On expédie, bien entendu, les commandes dans toutes les villes du Cameroun. C'est donc l'occasion d'attirer l'attention de tous les consommateurs. Manger, c'est bien, mais manger bio, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, la nouvelle façon de manger, c'est de manger Fariblé, qui est en vente dans tous les supermarchés, dans les boulangeries, dans les boutiques du quartier et même dans les agences de voyage. Et ceux qui ont besoin d'être des représentants, les numéros de téléphone, vous les avez appelés et commandez dès à présent Fariblé. Je rappelle, livraison gratuite pour ceux des clients qui veulent commander Fariblé. Merci bien encore, merci bien Consti Lamine pour la vente de Fariblé ce matin, madame, monsieur. Merci à vous de rester présents. Allez, on va peut-être, en poursuivant l'émission, s'insurger contre un phénomène qui est devenu assez grave quand même dans nos quartiers. C'est le phénomène de porte-monnaie magique. Encore? Ça continue? Alors, vraiment, on ne peut pas comprendre qu'on soit dans un pays où on a des autorités traditionnelles. On a des autorités administratives. On a des autorités religieuses qui ne font rien pour mettre stop à cette histoire qui est en train d'entraîner nos petits frères et nos petites sœurs dans une affaire qu'on n'explique pas. Promotion incongrue sur les réseaux sociaux. Nos petites sœurs et nos petits frères qui sont sur ces réseaux sociaux et qui ne savent pas comment les utiliser rentrent dans ce jeu qui est extrêmement dangereux. Et nous croyons aujourd'hui, tout encore en interpellant les parents, que vous devriez tout faire pour prendre les téléphones des enfants et au besoin voir comment les encadrer. C'est très grave. Interpellez justement les autorités traditionnelles en leur disant vous avez une mission. Interpellez vous aussi les autorités religieuses, les autorités administratives. Le porte-monnaie magique, c'est devenu très compliqué. Et vous savez, on est dans une société où tout le monde a faim, où tout le monde est malade, où même le petit garçon qui regarde je ne sais quelle série à la télévision veut ressembler à l'Américain qui a les plus grosses voitures, les plus grosses chaînes, avec les plus belles femmes. C'est extrêmement dangereux. Et nous croyons que c'est de notre devoir aussi de vous interpeller, vous parents, de nous interpeller, nous parents, parce que nous parlons entre nous, et de tout faire pour mettre fin à cette histoire au niveau du Cameroun, véritablement. Karine Santia. Ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, oui, mais la véritable question est celle de savoir depuis combien de temps l'idée du mariage est entrée dans leur couple. Le gars est certes un gars ambitieux et veut du bien pour la fille, mais il doit également comprendre que le temps passe et le corps de la femme vieillit vite. Les parents de la fille ne sont pas du tout sérieux. Pourquoi la fille n'avait pas encore commencé à avoir un salaire? Ils n'ont pas parlé de mariage. C'est le gars qui a trouvé le mariage. À n'importe quel moment, il peut décider qu'elle ne travaillera plus. C'est votre point de vue. Oui, c'est puisqu'elle votre travaille, point. puisqu'elle travaille, C'est son ce que j'ai fait. Oui, précisez que c'est votre point de vue. Ce n'est pas la suite Mais justement c'est ce du que je message. dis. Merci. Poursuivons. je dis. Poursuivons. On Poursuivons. connaît des gens dont les femmes travaillent dans les entreprises de leurs frères, ils ne sont plus ensemble et ça n'a jamais posé un problème. Mais on sait aussi Non, que... ne dites pas ça, je non. connais aussi des gens qui en partant ont Dites pas chassé. ça. Voilà. Et poursuivons avec les lectures des messages, Karine. Je vous en prie. Alors, un autre message par rapport à l'histoire. Je pense que les parents ont un prétendant pour leur fille, raison pour laquelle ils surprennent ce jeune homme sachant qu'il va abandonner. Oui, ça va. Un autre message. Voilà. Un autre message, c'est l'histoire de carrière. Cette histoire de carrière est vraiment compliquée car les bénéficiaires sont cachés à Yaoundé. Peka a failli y laisser sa peau pour le bien-être de sa population. C'est l'ignorance et la politique égoïste du ventre et qui ignore son peuple qui nous rend miséreux, des misérables à perpétuité et sera de génération en génération. Pour moi, la famille veut que le gars ait plus de contrôle. Ah non, on a déjà lu ce message. Depuis 15 ans, ils ne voyaient pas leur fille chez le gars. Cette famille est une bande de matérialistes calculateurs. Si la famille avait de mauvaises intentions, elle aurait demandé à leur fille de se barrer, maintenant qu'elle a de quoi être autonome.
Je suis sûre que depuis 15 ans, s'il avait eu un enfant, c'est que... Ah non, on a déjà lu aussi ce message-ci. Il y a un téléspectateur, si vous permettez, qui a estimé que la couverture santé sera un partage de moustiquaires. L'autre a même dit qu'il espère que la couverture santé ne deviendra pas le partage de riz de orca. Et parlons bien sûr du riz d'orca aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est du riz d'orca? Il faut dire que le riz d'orca, certainement, ça a été tellement bien mangé, vite mangé, que même le sac aujourd'hui, on retrouve le sac de riz d'orca. Ils nous ont perdu. Vraiment. Il y a un autre problème qui est en train de se poser, c'est le problème après. La demande de démantèlement des infrastructures, des centres de prise en charge de Covid, avec les matelas et les lits, risque de prendre des directions très compliquées, les bâches et tout le consort. Donc il faut dire que ça circule déjà, qu'il y a des acheteurs et des potentiels qui sont déjà dans nos hôpitaux, on n'a pas de lit. Pardon? Dans nos hôpitaux, on n'a pas de lit, Michel, c'est je voudrais dire un l'occasion. mot sur le porte-magique. Oui, porte-monnaie magique. Le porte-monnaie magique, vous voyez, ce sont les chemins de la facilité. Et évidemment que leurs promoteurs font ça pour essayer d'appâter, d'aguicher certains esprits faibles et qui adorent ce genre de moyens. Mais il faut toujours savoir que si ceux qui font la promotion du portefeuille magique étaient aussi si riches que ça, on ne le verrait pas en train de faire ce genre de promotion. Donc je pense que c'est un traquenard. Quand vous y entrez, vraiment, vous ne pouvez plus en ressortir. Soit vous allez simplement mourir. Donc nous interpellons justement tous ceux qui nous regardent ce matin. Dites à ceux qui ne vous regardent, qui ne nous regardent pas, dites-leur que nous allions dire ici qu'il faut éviter ça. Que c'est la sorcellerie en fait. La sorcellerie, c'est dangereux. Facebook, vous bloquez la personne. Signalez rapidement. Dans les groupes WhatsApp. Hein. Oui, donc il faut faire très attention. Ayez besoin, c'est qu'on ne peut pas faire la culture de la violence ici. Mais sincèrement, moi personnellement, j'attrape un pareillement, physiquement. Non, on va passer à autre chose. Mais c'est pas sérieux. Allez, rapidement, Consti Lamine, vous nous retrouvez à nouveau ce matin. Vous nous revenez cette fois-ci pour nous parler des languettes ce matin. Bien entendu, Michel, nous parlons une fois de plus de languettes médicales. Après donc, la présentation et la vente d'un autre produit qui est donc la communication est assurée par le concept Salaka, à savoir Faribli. Le concept Salaka s'installe encore ce matin pour parler des languettes médicales, tout en rappelant à tous nos téléspectateurs que nous sommes à quelques jours de la fin de la double réduction, raison pour laquelle j'ai tenu à être là ce vendredi pour rappeler à tous les clients du concept Salaka, à tous les clients du magasin 1001 tapis que vous avez encore 3 jours pour vivre la double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Et quand on parle bien sûr de 3 jours, on voit la journée d'aujourd'hui vendredi, la journée de demain samedi et bien entendu la journée du lundi 31 août 2020 parce qu'à partir du 1er septembre, nous allons appliquer les prix de promotion que vous connaissez. Mais encore 3 jours pour bénéficier d'une languette médicale à 6 000 francs au lieu de 6 500 francs, d'un correcteur de posture à 9 500 au lieu de 10 000, d'un Early-Zap à 7 000 francs au lieu, bien entendu, de 7 500 francs, d'un Von Bio Oméga 3 à 5 500 au lieu de 6 000. Alors, nous allons tout de suite rappeler à tous nos téléspectateurs les bienfaits de cette languette médicale. Oui, regardez bien entendu l'extérieur de la languette médicale, regardez bien entendu l'intérieur. Là, c'est le modèle réservé aux femmes, le plus petit modèle. Et ici, c'est le modèle, bien entendu, réservé aux hommes, le plus grand modèle qui est donc réservé aux hommes. Alors, je rappelle bien cette languette médicale
a plusieurs avantages. Tout d'abord, la languette médicale permet d'éliminer au fur et à mesure, et ceci totalement, les douleurs de la plante du pied. La languette médicale permet également de prévenir les douleurs à la plante du pied. Et je rappelle que les douleurs de la plante du pied causent parfois même les douleurs au niveau des cuisses, les douleurs au niveau du dos. Alors aujourd'hui, pour éviter ces douleurs-là, pour avoir une plante de pied inégalable, pour avoir bien entendu une plante de pied en bonne santé, chers téléspectateurs, je vous conseille de venir au magasin Milan Tapis et d'acheter votre paire de languettes médicales. Ça ne sert à rien de chercher de midi à 14 h. Ça ne sert à rien de se plaindre de temps en temps alors qu'il y a la solution du côté du concept Salaka. Et cette solution se trouve sur la languette médicale. Regardez bien sûr le spot, regardez la qualité des acteurs, regardez les bienfaits, regardez bien sûr la présentation physique, c'est-à-dire de ces languettes médicales. Alors chacun devrait les avoir. Et une autre particularité, c'est que ces languettes médicales s'adaptent en fonction de la pointure de tout un chacun. Que ce soit la pointure 32, la pointure 36, la pointure 40-46, chacun peut l'adapter selon sa pointure. Il suffit tout simplement de les acheter et de les dimensionner. Une fois qu'on a sa pointure, on les taille avec un ciseau et on met la languette à l'intérieur de la chaussure. Nous allons tout de suite revenir au prix. Alors le prix qui s'affiche à l'écran, c'est bien entendu 6 500 francs. 6 500, c'est le prix de promotion parce que le prix normal de cette languette médicale est de 8 000 francs la paire. Mais comme le concept Salaka est toujours un concept en pleine promotion, raison pour laquelle nous laissons la languette à 6 000. Mais dans le cadre de la célébration de mon anniversaire qui s'est tenue le 20 août dernier, nous vous permettons d'acheter cette languette médicale à 6 000 francs la paire. Donc n'attendez pas la fin de la promotion, appelez dès à présent et commandez une languette médicale à 6 000 francs la paire et nous vendons avec garantie. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. N'hésitez surtout pas. Contactez le concept Salaka et achetez cette languette médicale actuellement jusqu'au lundi 31 août à 6 000 francs la paire de languettes médicales. Thank you plenty. Merci. Et bon week-end à tous les clients de Salaka. Bon week-end également à vous, Constellamine, madame, messieurs. Bon week-end à ceux et celles qui pendant toute cette semaine ont pris du plaisir à nous regarder. Nous serons encore là par la grâce de Dieu lundi lorsqu'il sera bien sûr 10 h avec 10-12 le Zénith. On va également dire merci à Chalamem Bachou, Karine Santia, Jean-Paul Chouniat, Dominique Audrey. Et vous souhaitez à vous tous un excellent week-end. N'oubliez pas également la réalisation ce matin assurée par Nazim Guanfo, aux caméras Dayas Chana et bien sûr Carlos Minuet était au son. À lundi avec le même plaisir.